Route de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Ouais, mais quand même, non, quand même, il faut pas croire que ce soit facile, c'est pas du tout un truc. Tu vois, là on est, bon, c'est le jour, on a bien dormi, on a bien mangé, on a bu raisonnablement, on va dire. De toute façon, ma femme qui écoute, je suis comme Colombo, putain, tu sais, je parle tout le temps de ma femme. À ma voix, elle saura si j'ai bien dormi ou bien bu. On n'a pas trop bu, Jean-Claude. On a bien bu. Ah, on a bien bu. Ça, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Et non, on a bien bu, mais bien dans le sens de ce qui est bon, quoi. Hein. Ouais. On a bu ce qui est bon. On a bu un Château Paul Mas 2010 hier soir. Alors raconte. Après, une Syrah, c'était le Clos des Murs, c'est le premier vin d'appellation que j'ai fait en 2000. Et on a bu un vin rouge déguisé en blanc. Oui. C'est le Château Loriga. Ah, très bien. Château Loriga blanc 2020. Très très bien. Un grenache gris, grenache blanc, vionnier, un peu de muscat d'Alexandrie. On a aussi bu le Château Paul Mas Béluguette, le premier que j'ai fait en 2013. 2013 qui est une année importante aussi. Tu vois, ma poule, que c'est pas facile. J'y parle parce qu'on est séparés quand même. Pour venir avec vous, je quitte ma famille. Il faut qu'elle soit rassurée. Donc, c'est pas facile du tout. Et alors, il y a un truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est modération. Boire avec modération. Ouais. Enfin, je devrais dire, hier, on a dégusté. Voilà. D'accord. Ouais, comme ça. Ouais. Ça empêchera que Monsieur Modération ou Madame Modération vienne par là. Alors, je voulais raconter ça. Il y avait une garden party, tu vois. À Montagnac, dans l'Hérault. C'était vachement bien. Et il y avait des gens, ils étaient 30 sur un Magnum. Eh ben ça, c'est bien. Je les ai regardés. Vous êtes combien sur le Magnum, là? 1, 2, 3, 30. Alors ça va. Modération. Et du coup, avec les 300-400 personnes qui étaient là, il s'est bu 10 bouteilles. Hein? Voilà, ouais, c'est tout. Ouais. Il regardait les étiquettes, modération, c'est comme une manif en fait, tu vois, un truc de faux cul, modération. Tu fais de la pub pour du vin, mais tu dis non, vous n'en buvez pas. Tu vends une voiture qui roule à 200 à l'heure, mais tu dis ah non, vous roulez à 30 les gars, déconnez pas. Déconnez pas. C'est top, moi je trouve. Ils nous ont tout fait, le masque, le couvre-feu. Nous, on était à 4 pattes derrière les murs pour aller manger chez les potes quand il y avait le couvre-feu, c'était la guerre. Avec 2 grammes, c'est pas facile de ramper des... pardon. Et donc aujourd'hui, il y a du monde. Alors, en face de moi, c'est Florie, une jeune femme. Oui, bonjour. Vous avez fait de la route aussi. Un petit peu. Voilà. Je suis à côté. En face de moi, c'est Antoine. Tu peux enchanté. Tu peux t'en aller. Non, je rigole. Le chef, donc, qu'on a entendu ce matin. Bonjour. Après, une jeune femme. Je vous ai pas vu arriver. Alors. Bonjour à tous. C'est Pauline. Ah oui, c'est Pauline, pardon. À ma droite, timide, la pâtissière. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, et à ma gauche, alors quand je suis arrivé ici, là où on loge, là où on habite, il y a des meubles évidemment, et il y avait une table, une très grande table, très belle comme j'aime, et dans cette table il y a des carrés, c'est de la marqueterie on appelle ça. De l'incrustation. De l'incrustation. C'est la table des bois, avec une grande variété de bois, à peu près une quarantaine, il existe plus de 60 000 variétés de bois, et en ce moment on est à 60 060 identification de bois. Voilà, donc il y a des carrés qui sont incrustés dans la table parfaitement. C'est toi qui lui as demandé au monsieur ou ça l'a pris tout seul? Serge, c'est une longue histoire. Ouais. Voilà, on travaille depuis très longtemps, à peu près une trentaine d'années, dans les domaines viticoles et particulièrement avec Jean-Claude Mas. Et ensemble, on dessine du mobilier contemporain ou classique. C'est une collaboration constructive. Ah ouais, et il y a combien d'années? Une trentaine minimum. Une trentaine. Ouais, moi, avec Serge, depuis que je suis revenu dans la région, en fait, ça fait 96, je suis revenu, et depuis 96, on se connaît, voilà. Voilà. Et donc, bon, je suis installé à Pézenas, dans le cœur de ville, qui est classé secteur sauvegardé. Et je travaille beaucoup dans le patrimoine. Donc, on est une entreprise du patrimoine vivant. On travaille beaucoup avec les monuments historiques. On a fait plusieurs chantiers, l'Hôtel-Dieu à Marseille, la porte du cimetière du Père-Lachaise à Paris, Casa Julien, Palais Mauresque à Perpignan, la préfecture de Montpellier, et on travaille beaucoup dans les cathédrales, et dans les églises, et dans les chapelles romanes, et dans les hôtels particuliers. D'accord, ça vous a pris tout petit? C'est par hasard, comme j'étais un peu pas très doué pour l'école, m'orienter dans un lycée technique. À l'époque, c'était un collège. De là, c'est bien parti. Et après, je suis allé au lycée national du bois. Et après, j'ai fait le tour de France.
Ah, c'est top, hein. C'est Ouais, vraiment faut dire bien. que Serge aussi, tu formes des compagnons. Non, le but de notre entreprise, c'est la transmission du savoir. C'est notre cheval de bataille. Comme on dit, une entreprise sans apprentis est une entreprise sans avenir. Ben, c'est exact, c'est comme la radio. Ouais, ouais. Ils sont obligés de reprendre des vieux, tu vois. pour Et ne essayer parlons pas de la viticulture. Ah oui, c'est vrai, c'est difficile. Mais c'est pareil, la transmission aujourd'hui elle est essentielle parce que vous vous rendez compte, on fait une vendange par an. L'expérience. Julien il cuisine tous les jours, donc tous les jours il peut changer la donne, s'améliorer, changer, tester. Nous on a le choix avec une fois par an. Ça fait pas beaucoup, quoi. Dans une vie, comme une vendange, on peut faire. Pour ça que moi, j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup appris d'œnologues du Nouveau Monde, parce qu'ils faisaient, eux, 2 voire 3 vendanges par an, en faisant entre l'hémisphère nord et l'hémisphère Et sud. comment ils arrivent à faire ça? Ben, hémisphère nord, hémisphère sud, c'est inversé, les vendages. Ah, ils arrosent? C'est irrigué? Et bon, ils irriguent beaucoup, enfin ils irriguent certaines régions irriguent, Ouais. là où il y a de l'eau ils irriguent, mais le fait est qu'au mois de février, eux ils vendangent au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, voire au mois d'avril, et nous on vendange fin août, septembre, donc ça permettait d'avoir 2 expériences par an de vendange. C'est pour ça que quelqu'un de jeune qui a réussi à travailler dans différents pays, notamment dans le Nouveau Monde, a une expérience qui va 2 fois plus vite. Et donc ça, c'est hyper important pour transmettre le savoir. Ça se fait de génération en génération. Parce que moi, ce que j'aurais appris, si je veux que ça continue, il faut le transmettre. Parce que chaque année est différente. Tout à l'heure, on aura le responsable viticole, le chef d'exploitation qui est là. Tous les ans, il me dit « Oh, cette année, hein !» Je dis, mais Nordine, tous les ans sont différents en viticulture. Tous les ans. Il n'y en a aucune année qui se ressemble. Et donc ça, c'est important de transmettre le savoir. Et c'est quelque chose que dans notre région, il faudra développer. Moi, j'ai un savoir qui m'a été transmis pour produire. Ouais. Et pas forcément pour chercher à faire des grands vins. Donc moi, j'ai cherché à faire des grands vins, donc il faudra transmettre ce savoir à ceux qui suivront. C'est pas évident. Il y a eu des écoles pour ça ou pas? Est-ce qu'on peut rassembler des gens jeunes en leur disant voilà, on va vous apprendre quelque chose ou bien? L'école, bon, il faut avoir les bases, la connaissance de base académique de chimie, de viticulture, de tout ce qui est connaissance du monde vivant, du végétal. Mais après, c'est l'empirisme, hein, c'est l'empirisme qui se développe et c'est. Donc c'est sur le temps en fait, c'est en sur le travaillant. temps, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu comme Serge. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faisait. C'est il des y a gestes, 30 c'est ans. beaucoup de gestes. Beaucoup de gestes et beaucoup d'intuition. Et c'est ce que je disais un peu hier, l'intuition, c'est quand même quelque chose qui se travaille et qui vient avec le travail. Je sais l'anecdote des joueurs de tennis qui tapent la balle du bon côté, dos à la balle, parce qu'il a entendu comme elle avait été frappée. Mais ça, c'est après des heures et des heures de travail. Ouais. Bon, mais nous, c'est un peu ça, construire l'intuition. L'intuition par rapport, c'est comme Julien, il sait à la vue si la cuisson est bonne ou pas bonne. Mm. Il était bien hein, ce matin à la radio, je l'ai entendu. Ouais. C'est dommage qu'il soit pas non pas sous le micro. Et alors, c'est gênant de parler un peu à la radio quand même dans un micro. On n'est pas habitué. Ouais. On est plutôt caché dans notre cuisine, donc. J'ai remarqué, quelque chose qui change quand tu beaucoup. parlais, quand vous parliez tout à l'heure, on aurait dit qu'il avait un accent de l'Est, d'Alsace, alors qu'il n'est pas du tout Pas d'Alsace. du tout, non. T'es d'ici? Ah, d'ici. Je suis né à Montpellier. Montpellier. Ah j'ai ouais. Et grandi t'as ici. quel âge? Vous avez quel âge? 31. Ah ouais, c'est jeune. Et avant d'être ici, vous étiez où? Vous avez fait quoi? Avant d'être ici, j'ai bossé sur Montpellier Ouais. quelques années dans une brasserie. Donc on faisait du gros volume. Ah ouais, c'est ce que j'allais Et dire. avant ça, je travaillais sur Villeneuve. J'ai toujours été un peu dans la campagne. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas autre chose? Parce que je pense que la passion, elle a grandi au fur et à mesure. Je suis pas rentré dedans par passion, mais Ouais. petit à petit, ça. Et quand vous étiez petit, vous mangez quoi à la maison? C'était bon, c'était moyen? Je pense que c'était moyen. Ça doit être pour ça. Ouais. C'est une Ça doit réaction. être pour ça, ouais, je pense. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ah ouais. Mais non, bah après, ouais, la gourmandise, ça, tout le monde, je pense qu'on l'a tous. On aime tous manger les bonnes choses, mais Ouais. je pense que la cuisine, c'est avant tout le partage et
transmettre des émotions et ça c'est quand même cool quoi. Ouais, elle secoue la tête, la pâtissière, on m'a dit elle est timide. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je suis entièrement d'accord. Oui, oui. Aimer manger des bonnes choses. Moi, c'est depuis toujours, depuis petite. Donc, c'est venu de là, je pense. Et vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Ah, c'est vieux déjà. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Il y a quand même un peu de vécu derrière. Mais... Ah ouais. Et alors, où est-ce que vous avez appris? Alors, moi, j'ai fait 4 ans d'apprentissage en boutique, pas en restauration du coup. Et après, je suis partie en restauration à Gignac, chez Delozin, quand il était à Gignac. C'est lui qui m'a appris la restauration. Et, petit à petit, j'ai bougé un peu en Suisse, à Arles. Voilà. On revient avec elle dans 2 minutes. Les routes de l'État. À Montagnac, domaine Paul Mas, avec Jean-Claude Mas, il y a du monde aujourd'hui. Florie en face de moi, c'est pour le spa et les huîtres, c'est bien ça? Oui, la maison Ok. de Tarborièche. Voilà. Antoine en face de moi, c'est pour tout le reste, c'est ça? Exactement. D'accord. À ma droite, à ta gauche à toi, le chef. À ma gauche, le monsieur qui parlait tout à l'heure à propos de bois, en fait, le sorcier du bois. À l'extrême gauche, on peut dire, enfin si on peut dire, Oh non, mais- c'est Jean-Claude. Voilà, Ça vous fait rire? Ah bah ouais. Je savais que ça vous fait rigoler. Donc à l'extrême gauche, Jean-Claude Mas. À ma droite, Madame la pâtissière, donc. Et puis encore à droite, c'est Pauline. Pauline, c'est la traction, c'est pas, il rigole encore. C'est pas l'attraction L', c'est la traction animale. On a fait le tour hier, disons qu'il y a des chevaux, mais là je peux pas l'attraper. Il y a des chevaux, et je croyais que c'est des comtois, une comtoise. Oui, il y a une comtoise Ah qui ouais, travaille. je croyais que c'était des Bretons. Ouais, non, ici c'est la comtoise. Bah, Après, tous les chevaux peuvent. Et Dune, c'est quelle Dune, c'est une cobe normand. Comme Normand, c'est plus Ouais. grand alors. C'est une autre race de D'accord. cheval de trait qui est aussi bien, plus vive, mais qui est. Voilà, c'est du cheval de trait. Plus vue, elle est quoi? Elle est sur l'œil, elle a peur, elle se fait Ouais, peur. disons que c'est dans la race, elle est un peu plus sanguine qu'une comtoise qui a été, enfin voilà, qui ont D'accord. été élevées et travaillées pour être très calme et très docile. Et voilà, c'est juste. Et vous avez jamais essayé les Bretons? Non, j'ai jamais essayé le C'est breton. Parce que pour c'est le pas coup. grand en fait. Ouais. Ça fatigue moins là dans les chemins. Ça monte, ça descend. Bah, un cheval qui est lourd, Il y a déjà... l'Ardennais. Bah, il a déjà sa... ouais, c'est ça, sa qui est pas carcasse très à bien dans traîner. la hein. vigne, Ah ouais. Mm. En plus, la nationaux, pendant des dizaines d'années, ils ont fait des modèles grands, gros. Ils ont monté les percherons à 900 kilos. C'est ridicule. Ça sert à rien, le pauvre. Ah bah oui, déjà, quand un gros a quand même beaucoup plus de mal à se déplacer qu'un maigre, qu'un léger. Hein. Dans l'huître, Ouais. c'est pareil. Il y a de la grosse, il y a de la petite. Il y a de la grosse et de la petite, C'est il y vrai. a de tout. Jean-Claude, t'allais dire quelque chose? Non, j'allais parler un peu la rencontre avec Pauline, parce que l'attraction animale, c'est quelque chose que j'ai essayé de développer dans les vignes depuis maintenant 3 ans. J'aime à dire que trouver des chevaux, c'est facile. Mais la personne derrière le cheval, c'est beaucoup plus compliqué. Et Pauline se passionne pour ça. Bon, il y a les calèches, les balades en calèche, il y a le côté touristique où on promène nos visiteurs dans les vignes dans la calèche. Et ça a quelque chose d'unique. Hein. Le rapport avec le cheval, c'est fabuleux. Hein. Bon, on le voit à travers l'éthologie, mais de manière simple, être en contact avec les chevaux, c'est fabuleux. Moi, je monte à cheval et quand j'ai besoin de me changer les idées, j'aime bien monter à cheval. Et donc elle est venue, elle nous a rejoint et on développe cette traction animale dans les vignes pour essentiellement pour désherber et labourer. Surtout l'intercept comme je te montrais hier, Ouais. avec pour labourer entre les pieds. Aujourd'hui, on a ces machines très sophistiquées avec les tâteurs, avec les systèmes hydrauliques. Ouais, Mais je le sais. cheval, c'est la main de l'homme derrière. Et la première fois qu'on a commencé à faire ça, je me suis mis derrière la charrue et c'est fou, hein, parce que les souvenirs sont Ah revenus. oui. Je faisais ça quand j'étais, je pense que je devais avoir 14-15 ans, derrière le chenillère de mon grand-père, avec la même charrue. Le chenillère va tout doucement et le cheval, c'est un peu la même chose. Et bon, ça a repris et Pauline s'y est attelée, on peut dire. Et il y a beaucoup de travail encore. C'est compliqué. Un cheval, il peut, disons, travailler au-delà de 5 hectares, c'est beaucoup, quoi. Ah ouais, puis il peut avoir ses humeurs quand même. Et vous êtes toute jeune?
Ça vous a pris comment? Le monsieur, le bois, ça l'a pris tout petit et vous, ça Mais vous a moi pris aussi, ouais, j'ai été mordue par un poney quand j'étais petite et puis ça m'a plus jamais quitté. Et voilà. Mordu? Non, enfin, c'est une expression pour le Ah, coup, non. mais ouais, je suis vraiment tombée dedans. Enfin, un petit peu, je pense comme un parcours classique d'une petite fille qui va dans un poney club pour monter à cheval. Et Ouais. puis, voilà, la passion a pris le dessus. Et puis, C'était dans quel coin? en Picardie pour le coup, mes premières fois. Non. Si, ouais, je suis picarde entre guillemets. Ah voilà, donc elle peut parler normalement dans une langue que vous connaissez pas. Là. Par ici, il y a une sorte d'accent, tu sais pas. Ouais, je peux parler un peu ch'ti, mais bon, c'est un peu vas-y. compliqué, hein, parce que... Fais-moi plaisir, redis-moi la même chose en ch'ti comme ça. Et comment ça t'a pris le cheval, toi? Bon, j'étais mordu quand j'étais petite, hein, c'était je suis allé dans le pony club là, ma grand-mère elle m'a amené, puis je suis monté dessus et puis voilà. Là. Ah ouais, j'adore ça. Non, parce que l'accent du Nord, l'accent picard et tout, le pot de collège, c'est comme ça, là. Ouais, je suis comme Mais ça. c'est des gens vachement accueillants, vachement. Mais ouais, Ah ouais. il y a quelque chose bon. Je rigole, hein. Et toi, d'où t'es, ti? De ici, moi, j'ai jamais bougé, à Montpellier. Je suis née à Montpellier. T'as Voilà, pas je d'accent? reviens- Non, j'ai pas d'accent, un peu, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Et t'as vu j'ai ton vu. chef, il est parti, là. Il est parti, mais il m'a laissé, oui. Ah bon, tu peux rester un peu? C'est vous qui voyez. Ah, oui, mais non, je peux mais rester parce un que- peu. J'ai ma focaccia qui est au four d'ailleurs. Elle va Bah- pas tarder à sortir. Et bah, tu fais comme Voilà. tu veux. Hier ou avant-hier, on a mangé comment ça s'appelle, pas la crème brûlée, mais ce petit... Oui, la crème brûlée. Alors oui. raconte. Alors c'est une crème brûlée infusée au popcorn sur un praliné croustillant, fait maison, bien sûr, tout est fait maison, avec une glace popcorn, également fait maison, et un bon caramel à la fleur de sel. Ah, c'était mais Voilà. très 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 bon. Ah ben. Très très bon. Ah non, non, vraiment. hein. Et toi, tu fais la cuisine, toi, Adi? Continue à me parler comme ça, s'il te plaît, pour 2 minutes. Ah, ça me fait tellement plaisir. Parce que j'ai plein d'amis qui sont picards pendant un moment. Après, j'arrête de parler de moi. Je tournais des trucs aux États-Unis, donc avec 2 potes. On allait voir des gens aussi dans différents États des États-Unis. Et l'un des 2 autres, Grégounet, il est piquard. Donc les Américains, on leur disait, je leur disais, en France, on a des accents. Alors les mecs, ils m'ont regardé, tu vois. Et alors, par exemple, comment est-ce qu'on dit un sac à main en picard? Alors là, je sais pas. Un chocomin? Un chocomin, ouais. Un chocomin, toi. Comme ici, on pourrait dire une poche, quoi. Après, en vrai, bon, j'ai eu de la chance de beaucoup bouger via ma passion. Le cheval m'a amené un peu partout en France et bon, je dis que je suis picarde, mais en fait, je suis française, quoi. Je m'adapte facilement à la région. Donc, je peux parler aussi avec l'accent d'ici. Ça peut le faire, voilà. Je peux... Donc vous êtes de Montpellier, vous êtes né à Montpellier. Oui, exactement. Je suis née à Montpellier, oui. Ah, il est vu, tu devrais chanter. Ou imiter des gens. Et donc les gars, on leur disait un chocomin. Alors ils écoutaient. Et puis après, Grégounet, toujours le même, puisqu'il est né en fait à Nice, il disait un sac à main avec l'accent du Mine, un sac à main. Tu vois, sac à ils main. ne comprenaient rien du tout. Et c'était le même mot et la même langue. C'est amusant, non? Enfin, moi, ça me fait rire. Donc, t'as combien de chevaux pour revenir? Pour revenir, j'ai 4 chevaux De trait à moi personnellement. Non, j'ai 2 chevaux de selle qui, du coup, qui sont mes premiers chevaux avec qui je me suis formé et du coup, qui est une paire que je pourrais amener partout. C'est voilà. Et je forme du coup 2 chevaux de trait qui sont l'investissement de ma vie et puis Ah ouais. et puis voilà. Du coup. Et les chevaux de selle, c'est un gris que j'ai vu? Oui, il y a un gris qui c'est un Connemara et une baie qui est une espagnole pour le coup. Ah ouais. Alors je suis pas j'ai pas de race en particulier, c'est la communication entre eux et moi, c'est des partenaires quoi. Donc ça pourrait être une chinoise et puis Ouais, bien sûr. voilà, Ouais. je suis pas raciste. Et ils ont quel âge, la plus Ils vieille? ont 15 ans du coup la paire qui tracte la calèche et j'ai une de 5 ans et une de 10 ans du coup qui Et là, on trouve tout à manger, du foin, de la... oui, tout. on trouve tout. Ouais, j'ai vu. On a fait un tour hier, on a regardé. Ouais, vachement bien. Ah ouais. Non, j'ai regardé. Alors, une autre fille, j'aime bien quand il y a des filles, c'est donc Florie, avec un beau prénom. Oui, merci. Florie, c'est marqué Spa, Spa huître. Alors, je dis Spa, c'est pas possible. On mange pas des huîtres dans un spa. Si? On pourrait, pourquoi On pas. pourrait. Alors, pourquoi il y a les 2 activités? En fait, la première activité, c'est quand même la production d'huîtres et de moules Ouais. depuis 3 générations. On est basé sur la lagune de Thau, à Marseillan, donc à quelques kilomètres d'ici.
Et notre premier métier, c'est la production d'huîtres et de moules. C'est mes grands-parents qui ont démarré dans les années 60. Et ensuite, mes parents ont pris la relève, ont développé la société. Puis mon frère et moi sommes arrivés, on a fait encore d'autres choses. Et aujourd'hui, voilà, on a déroulé, on va dire, le fil de l'huître jusqu'aux soins, jusqu'à l'ostréothérapie. Alors c'est quoi on a développé grâce... je suis obligée de repartir un petit peu de pourquoi on en est là. Mon père a inventé un système qui nous permet de reproduire la marée absente en Méditerranée. Ah, voilà l'histoire. C'est ça, l'histoire est là. Donc il y a un peu plus de quasiment 15 ans, on a reproduit l'effet de la marée et ça a vraiment des effets sur l'huître, sur tous les aspects organoleptiques, donc c'est-à-dire vraiment la vue, la forme, la couleur, le goût, la texture. On a vraiment un produit qui se transforme et en partie la nacre. La nacre de l'huître, qui normalement l'huître c'est très calcaire, c'est calcite en fait. Ouais. La nacre en fait, vu qu'on est dans des conditions de vie très difficiles en sortant de l'eau à un rythme soutenu, elle va faire des couches de nacre et vraiment développer une vraie nacre, pas du calcite. Voilà. Là quand on a vu ça, on a dit mais c'est de la vraie nacre, un peu comme les huîtres perlières à Tahiti. Et on a dit on va les garder. Et quelques années après, on a commencé à travailler avec un laboratoire de Montpellier, le CNRS en collaboration, un doctorant. Et on a développé toute une gamme à base donc soit de nacre d'huître ou d'autres facultés marines, de la criste marine, des choses comme ça. Et on a toute une gamme du coup qui s'appelle Australia, de produits de beauté que on utilise dans notre spa à l'hôtel. Il y a un site ou quelque chose où on peut aller regarder? Bien sûr, Australia. Ça s'appelle Australia. C'est tout. Ça c'est pour la gamme de soins. Et après évidemment le domaine Tarboriège, c'est notre hôtel spa restaurant. Mais je reviens sur la marée et l'huître. Ouais. L'huître elle est immergée. Ouais. Elle est dans l'eau. La marée arrive, elle s'en va. Alors ça c'est à l'Atlantique, chez nos confrères. Ici il n'y a pas de marée. Donc non, je sais bien. Voilà, on la maîtrise. Ce que vous avez reproduit, je veux dire. Exactement. Et pourquoi, quel effet psychologique ça lui fait à l'huître? En fait, ça lui donne des conditions de vie plus difficiles. C'est un peu comme, d'ailleurs, beaucoup de parallèles. Il y a beaucoup de productions, que ce soit de fruits et de légumes, sur lesquels l'homme va avoir une action de donner des conditions de vie un peu plus difficiles, soit par manque d'eau, soit par manque de quelque chose. D'accord. Et du coup, ça va faire que l'huître va se développer, se transformer, se muscler. Parce que quand elle est sortie d'eau, elle peut plus se nourrir. Donc elle est obligée de rester bien fermée. C'est ce que j'allais dire. Pour pas mourir. Donc voilà, lui donner des conditions de vie, la sortir à un rythme beaucoup plus soutenu que des marées traditionnelles de 6 heures. Nous, on les sort jusqu'à 48 heures hors d'eau. D'accord. Voilà, donc c'est de la surmarée. Ah ouais. Voilà, et du coup, ça la transforme totalement. Ouais. Et j'ai mis une manif d'huîtres en disant arrêtez. Vous savez comment on dit, il faut souffrir pour être belle, mais ça marche aussi pour les huîtres. Ah ouais, c'est vachement bien. Ah non, c'est très très bien. Et des produits de beauté, ça c'est pas mal. Aussi, je crois aussi que dans l'huître, plus elles sont belles, meilleures elles sont. Oui, tout à fait. Quand elles sont bien formées, ça veut dire que... Et il y a autre chose que ce que tu m'avais appris, c'est que elles mettent beaucoup plus de temps à grandir, les huîtres, avec ce système-là. Parce que dans les temps de taux, elles grandissent très vite, parce qu'il y a énormément d'aliments. Elles grandissent vite, alors que les tiennes, et elles sont beaucoup plus denses. Oui, alors c'est un milieu très très riche à l'étang de Thau. Je pourrais en parler pendant des heures, mais entre la mer qui rentre et le bassin versant, et tout ce qui vient se jeter, le canal du Midi, les alluvions du Rhône, on a également à Balaruc une résurgence d'eau chaude. Donc on a vraiment un milieu très très riche, on y trouve encore des hippocampes, des colonies d'hippocampes. Donc le milieu est très riche. L'huître de Bouzigues, si on la laisse dans l'eau, c'est 1 an de production. Mais vu que nous on la sort de l'eau à un rythme très soutenu, ça stoppe la croissance. Et donc c'est 2 ans et demi, 3 ans pour arriver à maturité. Ouais, donc c'est beaucoup plus long. Ça les rend, oui. Très très bien. Bon merci. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur les routes de l'été à bord de sa DS jaune en compagnie d'Antoine Mazère et de toutes les équipes de Sud Radio dans un vignoble dans l'Hérault au domaine Jean-Paul Mas. Gérard rêve encore, c'est ce qui est écrit sur sa DS. On va vous faire visiter d'ailleurs pendant tout l'été les régions de la France avec ceux qui les font vivre, ceux qui ont des histoires à raconter. On va vous parler des vignobles et des étoiles parce que je le disais à l'instant, Gérard rêve encore, n'est-ce pas Gérard ? Exactement. Là, c'est le petit boîtier qui s'est débranché. Ça arrive. Parce que j'ai dû mettre... Oui, non, mais c'est pas grave. C'est complètement artisanal, notre affaire. Nous avons un véhicule très ancien, la DS, donc de 1900 jaune, qui est en bas, là.
Et on a on est deux en fait, avec donc Antoine qui a 21 ans et moi qui ai quelques années de plus. On a 100 ans à nous deux, donc c'est cool quand même, c'est pas mal. Merci, merci et pardon pour la petite Avec plaisir. coupure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Donc on continue à parler des huîtres. Et puis pendant ce temps-là, deux garçons solides, t'as vu, sont arrivés alors, à droite et à gauche. Il y en a un que je vois tous les matins en arrivant, c'est vous. C'est comment votre prénom? Moi c'est Guy. Voilà, donc vous c'est le jardin. C'est ça. Le potager, l'entretien du jardin et le potager. Et le potager? Et le potager du domaine. Et le potager? Voilà, on est trois. Hein. Ah ouais, bah vous arrêtez pas. Voilà. Oh, et donc ce matin on a fait la récolte pour le restaurant. Ouais, à quelle heure? Voilà, ce matin à 8h30. Ouais. Vous avez ramené quoi? Alors ce matin il y avait tomates cerises, tomates corde de bœuf et tomates marmande. Ouais. On avait quelques courges, on a les premières courges qui arrivent. Donc potimarron, langue de Nice, les derniers artichauts de la saison, les dernières courgettes aussi. Voilà, et puis après on a une dizaine d'aromatiques qui peuvent être cueillis quand le restaurant en a besoin en fait. Donc le chef qui était là tout à l'heure, il va faire sa cuisine en fonction de ça. Voilà, ce qu'on a amené, puis ce qu'on amène à partir du mercredi, on livre tous les jours le restaurant en fait, dès que ça réouvre. Ah, c'est bien. Voilà, et après ils sont là le week-end aussi, quand ils ont besoin, il y a... Et chez vous, vous avez un jardin? Non. Non, j'ai pas de jardin. Oh ben non, tu parles au bout d'un moment, ça va. Pas de jardin du tout? Si, j'ai un petit jardin, mais pas de potager. Ah bon. Bon donc, et l'autre garçon développé aussi qui vient d'arriver, c'est Nordine. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Il m'a beaucoup parlé de vous, Jean-Claude. Ah, bon. Bien, et de vous aussi. Ouais, mais en bien. Donc il me dit c'est le chef d'exploitation. Oui, je m'occupe de toute la partie vigne héros. Donc là, actuellement, on est en pleine préparation des vendanges. Donc machine à vendanger, tout ce qui est... On a prélevé également ce matin pour le suivi des maturités des raisins. Prélevé comment et où? Prélevé, donc on commence souvent les vendanges par les muscats petits grains, c'est les plus précoces. Et on commence également à prélever quelques sauvignons, chardonnay. Et je pense que dans une quinzaine de jours, on pourra commencer la vendage déjà sur les muscats, oui. On est déjà je lui ai donné un challenge cette année parce qu'on va s'amuser à faire un vionnier méthode traditionnelle. Méthode traditionnelle, donc méthode classique, hein, comme on fait en Champagne, et on va faire une méthode traditionnelle. On va faire donc à partir d'un vionnier comme vin de base. Historiquement, bon, le pinot blanc, le pinot gris, les chardonnays, les chenins, les mosaques à Limoux sont les cépages classiques pour faire des méthodes traditionnelles. Et cette année, on prend le pari, nous, d'innover en faisant un vionnier méthode traditionnelle. Donc, on a fait le prélèvement l'autre jour. J'ai pris le pari qui était à 7,5 potentiel d'alcool en sucre. Et donc c'est pas beaucoup, mais un vionnier comme on a dégusté hier soir, il fait 13,5, voire 14. Et là, pour une méthode traditionnelle, on va le vendanger à entre 10 et 11. D'accord. Avec le temps qu'il fait, on prend 1 à 2 degrés par jour. Par semaine. 1 à 2 degrés par semaine. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, il va falloir se bouger. Hein. Ah oui. Ouais. Et alors, vous avez quelle surface? Combien de pieds, je veux dire? Attends, vas-y, je te le tiens. Ouais, actuellement, je gère 300 hectares, la partie héros, 300 hectares de vignes. Ouais. 300 hectares, mais vous... Et combien vous êtes pour travailler là-dessus? Malheureusement, il faut beaucoup d'hommes, donc on a une bonne petite équipe. Heureusement, Nordine. Seulement, à ce moment, c'est un peu compliqué. Heureusement, ouais. C'est très compliqué à avoir de la main-d'œuvre, donc on a une petite équipe qui est bien soudée. On arrive à bien s'entendre et on fait de super bonnes choses. Aujourd'hui, on est en méthode raisonnée, donc en méthode raisonnée, on n'utilise quasiment pas de glypho, donc il faut beaucoup d'hommes, beaucoup d'engins, beaucoup pour pouvoir travailler. Et voilà, pour faire à la main ce que la chimie faisait. Et tout le bio, tu oublies de faire tout le bio. Oui, il y a le bio, il faut beaucoup d'hommes et avoir une équipe soudée. Voilà. Soudée parce que c'est dur en fait. C'est ça, soudée c'est dur, il faut savoir, malheureusement dans la vigne, il y a le climat qui change chaque année. Chaque année on a un millésime différent. Il faut savoir suivre le climat, anticiper. Traiter le bio avec des tisanes, on utilise beaucoup de tisanes, anticiper les maladies, les pluies, etc. Et ça demande beaucoup de travail. Des tisanes de quoi? Avec quelles herbes? Beaucoup de tisanes d'osier, de prêle, de prêle pour anticiper les maladies, etc.
Donc le bio, on traite avant avec des tisanes et après pour pouvoir soulager la vigne et éviter de perdre la récolte. Donc on fait quoi? On pulvérise en fait? On pulvérise, oui. On pulvérise avec des tracteurs, des pulvées. Ah, j'ai vu le matériel hier, c'est énorme le matériel. Et la difficulté, c'est de trouver des gars pour conduire les tracteurs en fait. C'est ça. Et trouver des gars et traiter également la nuit parce que dernièrement il a fait super chaud, donc on travaille beaucoup de nuit pour éviter les brûlures, etc. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Et pourquoi vous cherchez pas des filles plutôt que des gars pour travailler? C'est différent. Quand je dis gars, c'est qu'on a une équipe, on a des hommes et des femmes. Oui, on a des hommes, oui. Parce que pour les chevaux, c'est vrai. Il y a une nuit qui est assez exceptionnelle, parce que quand on monte les escaliers du restaurant, il y a un tableau et c'est une de nos employés dans les vignes qui a fait ce tableau. Elle est peintre. Ah oui, lequel? C'est Camille Gosselin qui nous peint. Vous allez voir, donc il y a dessous la peinture de côté masse sur les différents masés. La grande peinture là derrière, où on voit l'homme et la femme, le bonhomme il est assis avec son chapeau, c'est elle? Oui, c'est une fille des vignes qui a peint tout ça, oui. Voilà. D'accord. Ben merci. Là, il y a des... Asseyez-vous. Il y a des gens qui arrivent. Je me demande si c'est pas lui pour la déesse. Ah, devine, ouais. C'est le carrossier de l'impossible. Le carrossier de l'impossible. Ah bah il va bien rigoler là. En fait, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes ensemble? Oh, ça se voit. Quand vous êtes arrivé... Non, ça se voit, c'est bien. Et vous venez de loin? Non, pas très loin, la Malou-les-Bains. Ça fait combien? 40 minutes. Ah, quand même. Et je rigole parce qu'en fait, lui comprend ça parfaitement. Donc, DS21, d'accord? Oui. Acheté trop cher? Comme d'habitude. Normal. Carrosserie, je parle de ma jaune, de la jaune. Carrosserie, très mauvais état. Tu vois, caché. Portière, les bas de portière sur une DS, ils sont pourris. Ils sont morts. Voilà, donc ça a été changé. Pas très bien remonté, vous verrez. C'est une DS. Voilà. Et mais je l'avais acheté parce qu'elle avait un bon... Je disais à Jean-Claude, elle avait un beau bruit. Elle n'avait pas tourné depuis des années. Hein. Mais quand même, quand il a eu une voiture, ils l'ont mis en route, c'était rond. Ça tournait bien. Ouais. Oh, j'ai dit, tant pis, je la prends. Donc ça a duré longtemps, elle a été en soins intensifs. Obligé. Après, elle a fait une petite convalescence. On l'a peinte en jaune Caterpillar parce que j'aime bien ce jaune. Mon car jaune de Vassavoir, il était en jaune Caterpillar. Après, j'ai écrit des trucs dessus. Et puis, Patrick Roger, qui est le patron de cette radio, en fait, il me dit, il y a peut-être un mois, tu veux pas faire de la radio cet été? Bon, ouais. Je dis, oui, pourquoi pas. Ça t'embête pas de faire des allers-retours? Là où j'habite à Oudan, en fait. Tous les jours pour aller à Paris. Bon, c'est pas marrant quand même, c'est pas loin, mais non, j'ai dit par contre, j'ai vendu la DS, je lui ai dit, écoute, j'ai une DS jaune et tout, si tu veux, je fais une tournée entre guillemets, donc il a été d'accord, c'est pour ça qu'on est là. Ce qui fait que, avec le garçon Antoine qui a 21 ans qui est là et moi qui en ai 80, on a 100 ans un ou deux. La voiture elle est un peu plus jeune que nous mais quand même. Et donc elle, pour l'instant, je touche du bois, elle tourne. Maintenant je vais lui toucher l'épaule au monsieur Dubois, c'est pareil. Pardon, non c'est pareil. Ah oui, c'est la même chose. C'est la même chose, je rigole. Et donc la DS elle roule. Et puis là hier, avant-hier on était à Alès. Le coffre qui ferme plus, merde, il me fallait une clé de 8, c'est de machin. On a trouvé, ça marche. Et après ma portière, il y a du jeu en fait, quand on la soulève, clac, clac, ça fait. Tu verras, vous verrez tout à l'heure. C'est de l'usure. Ouais, c'est l'usure, oui. Elle est vieille. Et alors donc toi, vous êtes carrossier? Non, je suis taulier formeur. Ah, tu vois. Pas pareil. Ben non, parce que quand il m'a dit, lui, il prend une plaque, tac, et il la forme. Ça veut dire que lui, il fait bouger les molécules. Voilà. Vraiment, hein. Non, mais je suis sérieux. Hein. Oui, c'est ça. Vraiment, en frappant sur une surface lisse d'un métal, un métal, c'est vivant. Hein. C'est vivant comme tout est vivant. Hein. En frappant, comme il sait le faire, il arrive à donner une forme. Et toutes les voitures d'autrefois, toutes les ailes, tout était fait à la main. Oh, tu te rends compte? Voilà. Et comment on apprend ça? On apprend ça quand on est jeune et puis qu'on veut rouler en voiture de collection et qu'on n'a pas d'argent. On se débrouille. Alors c'était quoi la première? La première, ça a été une Simco P60. Ah ouais, je vois bien. Voilà.
Après ça, ça a été des Chevrolet Camaro, des Ford Mustang, des Buick, ça a été tout. Dans quel coin? Au début, il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'étais sur Lyon. Ah ouais? Et après ça, j'ai immigré au Canada pendant une vingtaine d'années. Voilà. Ah ouais? Dans quel coin? Trois-Rivières, entre Montréal et Québec. Ah ouais, j'y suis allé, j'aime bien moi. Et pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi t'es revenu? Bon, ça a été plus compliqué que ça. C'est-à-dire que 6 mois d'hiver, au bout d'un moment, on se lasse. Ah ouais, voilà. C'est long. Hein. Ah ouais, c'est long, l'hiver est long, au bout d'un moment, il est très long. Après ça, je suis parti quelques années sous les cocotiers. Voilà. Pourquoi je suis revenu? Après, c'est compliqué, c'est la vie, c'est comme ça. Je suis revenu en métropole et puis voilà. Et vous étiez déjà tous les deux? Non, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Voilà. Elle parle. Non. Ouais, mais attends, je vais essayer de. Ah, alors Nordine, je te chasse une seconde, comme ça la dame, elle vient juste à côté de moi pour. Comme ils sont tous les. Non, venez. Bah si. Moi, j'aime bien les voix de filles, j'aime bien entendre parler des filles. Donc, au Canada, c'était quoi la vie quotidienne, la vie de tous les jours? C'est la vie de tous les jours, c'est. Après le travail, c'est dehors, c'est dans la forêt. C'est sur les lacs, dans les rivières. Voilà. Et le travail, c'était quoi? C'était quel genre de voiture? Carrossier, taulier. Essentiellement de la voiture américaine. Quoi, ouais. Pour des collectionneurs ou des gens... Je travaillais dans un gros garage de carrosserie à l'époque, la journée, puis le soir, j'en faisais chez moi pour le plaisir. Voilà. Alors, Cadillac, Buick, Chevrolet... C'est fini, toutes ces voitures. Ouais. On en trouve encore. Il y en a encore beaucoup. Mais ça a eu moins la cote que des voitures plus rapides, plus nerveuses. Voilà, puis beaucoup d'italiennes aussi, beaucoup d'Alfa Romeo. Voilà. C'est là où on se rejoint. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Je connais. Après 3 ans de galère, il m'a sauvé. Elle est là. Génial. Je me disais, il va me faire un cadeau. Il va peut-être éviter que je monte avec ma Jeep et ma remorque. Peut-être qu'il va descendre avec. Et non, il est génial. Mais il faut aller le voir. Hein. Ah ben moi il est en train de faire. Enfin, pour moi, la plus belle voiture du monde, c'est l'Alfa Stradale. La 33 Stradale. Il est en train de faire une réplica, mais de zéro. C'est hallucinant ce qu'il fait. Et le châssis, c'est quoi? C'est le châssis de la Typo 33, refait comme il était fait à l'époque. Pour le plaisir, pour le pied. Ouais. Il a une Montréal, je lui disais, il a une Montréal. La Montréal, je la trouvais pas très belle, hein, sincèrement. Pour moi, c'est pas une. Mais il a repréparé, elle est belle. Ah ouais, c'est de l'élégance. C'est une Montréal Groupe 4 qui correspond à ce qu'avait Bob Cosa aux États-Unis dans les années 70 pour courir. D'accord. La même forme, exactement pareil, avec les mêmes couleurs et tout. Et ça peut rouler en France? Ah bien sûr. Bon. Il n'y a pas de problème que ça roule. De mine ou de machin comme ça. Non, c'est des questions, je demande, parce que des fois, quand on fait venir une voiture de l'étranger, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué, la France. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Il n'y a jamais rien de simple. Et pourquoi c'est comme ça, là? Non, on va pas rentrer dans les détails. Non, là, on complique volontairement les choses. On est entouré de quelques rebelles, donc. C'est dommage. Hein, ouais. Bon, donc on regardera tout à l'heure quand on aura le temps, quand vous aurez le temps, la portière de la DS. Il n'y a pas de problème. Et des DS, vous en avez fait? On a fait quelques-unes? J'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas. Non. Moi, je fais essentiellement de la reconstruction. D'accord. C'est-à-dire, on m'amène une photo et je refais la voiture. Voilà, essentiellement. Donc je suis spécialisé surtout dans les voitures de course, avant-guerre, c'est-à-dire des années 20 jusqu'à 39, et puis après de 45 jusqu'à 61, 62. Voilà. D'accord. Donc là en ce moment, en chantier, j'ai 3 Samson Rally. Ouais, je vois bien. Voilà, 1930. Et une Jaguar Type C. Je connais même pas celle-là. Ah ouais. Oh, tu me feras un dessin. Jamal, il va me faire un dessin, je te laisse. Arclin. Alors les routes de l'été, c'est Montagnac, donc Jean-Claude Mas, domaine Mas. Paul Mas, garden party hier, ça fait chic, c'est vachement bien, non? Pendant ce temps-là, vous travaillez, vous, pendant les garden party? Non, je rigole. J'étais derrière en train de changer l'irrigation, parce qu'en ce moment, les vignes ont soif.
il faut les aider à arriver à maturité. Donc l'irrigation en ce moment est très importante. Et il y a de l'eau? Il y a de l'eau, de temps en temps on a des manques de pression, mais on essaye quand même de les aider, de les suivre, et malheureusement il n'y a pas assez d'eau. Actuellement on a eu une diminution au niveau. On arrive à avoir, on arrive à avoir le goutte à goutte, mais ça devient très compliqué. On a eu, il y a eu un arrêté préfectoral récemment, une diminution de 30% au niveau de la pression, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut un orage au 14 juillet, un orage au 15 août. Et là, malheureusement, on les a pas. Vous avez demandé on a officiellement? On a fait la demande à notre président, mais ça n'a pas marché. Pour l'instant, il n'a pas. Il fallait nous le dire. Ouais. On est peut-être des gens, je sais pas, qui pourraient être influents. Elon Musk, peut-être. Peut-être Elon Musk. J'osais pas en parler. En fait, Elon Musk, il nous a prêté un truc extraordinaire dont on ne se sert pas, qui s'appelle Starlink. Voilà, Starlink. Donc c'est une espèce de petite plaquette comme ça sur un pied qui va tourner, se déplacer avec des fils au bout. Elle va chercher le meilleur satellite et tac. Et donc elle se connecte pour Internet en fait. Ça a été fait, on peut le dire, en Ukraine, pour que les gars qui peuvent pas avoir accès à Internet chez les Russes, les Ukrainiens. Donc ils ont ça, c'est un sac à dos, c'est extraordinaire. Donc tu as vraiment un sac à dos dans le dos, tu le poses, tu le démontes, tu mets le truc et tu trouves et tu peux diriger ce que tu veux. Extraordinaire. Donc Elon Musk, moi je l'invite tous les jours, je veux qu'il vienne. Ça lui ferait plaisir, et le président de la République, faut qu'il vienne, faut qu'on ait des invités. Bon, c'est formidable nous tous, mais c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un dont on parle tout le temps, tu vois, le président de la République, Elon Musk. Non, ça serait sympa. Ah oui, la seule question qu'on se pose depuis hier, c'est quand même, est-ce qu'Elon Musk boit du vin? C'est quand même, ça il faut trouver la réponse. Ah, moi je crois. Ouais. Ah, je crois, mais que du bon. Faut qu'ils viennent ici. Alors ils sont le bienvenu. Non, c'est une vie incroyable quand même, la vie de ce mec-là. Enfin, moi je trouve, Elon Musk. Bon alors, pour revenir aux huîtres, je vais vous dire la vérité. Je me suis dit, elle va arriver avec une bourriche. Mais je suis arrivée avec, mais je l'ai mis au frais. Quelle chaleur sur cette terrasse de Paul-Mas. Parce que je l'ai vu arriver, les mains dans les poches, en fait, je me suis dit, merde, c'est raté. Moi, je suis prêt, j'ai mon couteau, j'ai tout, là. Et alors, qu'est-ce que c'est comme huître? J'ai pris donc des spéciales Tarborièche, donc qui portent notre nom de famille. Ce sont les fameuses huîtres qui sortent de l'eau avec la marée solaire. D'accord. Voilà. Numéro 3. Numéro 3, j'ai pris des moyennes. Ah non, laiteux, non. 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 Par contre, charnu. Très croquant, une chair bien blanche, bien nacrée, bien croquante, avec un muscle adducteur, un pied, qui est très développé, donc qui va apporter tous les sucres, les arômes de champignons. Ah, c'est lui? C'est le muscle vraiment qui apporte tout ça, ouais. Ah, je savais pas. Après, il y a tout ce qui est appareil digestif aussi, qui se trouve à la pointe de l'huître, qui est excellent. Ah, très bien. Très bien. On ne boira pas de vin avec. On peut parler d'ostréalogie comme on parle d'œnologie, en fait. D'accord. Et de miroir avec le parallèle du terroir aussi. Oui, terroir dans les tantôt, Le miroir, donc du coup, la mer. Et l'hiver, c'est comment ici? Parce que là, il fait chaud, donc on est dans l'été. Mais l'hiver, c'est comment? Froid? Non, je dirais que tempéré, c'est jamais très froid. On a des matins, on a des gelées matinales, on a un climat méditerranéen. Le matin, il peut faire -7, -10, mais ça dure, maintenant ça dépend des janvier, février. Des fois, on a un coup de froid. Enfin, il nous faut un coup de froid à la mi-novembre pour faire tomber les feuilles. Ouais. C'est important. On peut pas démarrer la taille tant qu'on a les feuilles sur les sarments. Il faut que la vigne passe en dormance. Et c'est le début de la taille. Donc là, on aime bien avoir un coup de froid le matin, -3, -2. Après, la journée, ça se réchauffe. Si c'est un temps très clair avec vent du nord, le matin, ça peut être très froid. Et la journée, on peut monter en température. Là, le vent a changé par rapport à hier. On est dominante nord. Le ciel devient de plus en plus bleu. Donc la nuit, ce soir, sera plus fraîche que la nuit derrière. D'accord. Et donc ça, toute l'année, c'est pareil, avec des tendances vers... l'hiver, si on a une journée à 5 degrés toute la journée, c'est rare. Ah, d'accord. On aura plutôt des 10 degrés et un gel le matin. Voilà. Ah, pas mal. Et chez vous, c'est la même chose?
Oui, c'est pareil, on est juste à côté. Alors, il y a toujours on est à 120 mètres d'altitude par rapport à l'étang. Il y a toujours un microclimat quand même au bord de l'eau, toujours une petite brise marine qui se lève entre midi et 14h, qui est très agréable en été. Et vous avez Noël comme tout le monde, je veux dire, les commandes à Noël à fond les manettes ou pas? C'est très important pour nous, les fêtes de fin d'année. Bien sûr, c'est quasiment 30% de l'année. Et comment on fait pour anticiper? Eh bien, on se rebue les méninges, on s'organise et surtout, je pense qu'on a à peu près les mêmes parallèles, les mêmes problématiques, on va dire, que ce soit de l'organisation, les hectares. Alors nous, on parle de parc à huîtres et non pas d'hectares, mais c'est pareil. On parle d'équipes d'hommes avec un grand H. Évidemment, les hommes et les femmes qui sont derrière, parce qu'on a beau avoir de beaux projets, de beaux produits. Il faut quand même les équipes qui font vivre tout ça. Et pourquoi c'est si difficile à trouver, que ce soit dans la vigne ou ailleurs, des gens qui... C'est un beau travail quand même. Parce qu'on n'est pas assez fiers de ce qu'on fait. Moi, je suis de génération, on m'a dit, si t'es mauvais à l'école, tu iras à la vigne. C'était par défaut. Ouais. Et ça, il faut le changer. C'est admirable. Mais l'histoire de Nordine, ici, elle est extraordinaire. Nordine est né sur le domaine. Mais le domaine, c'était une ruine quand il y est né. Et il est revenu après avoir fait ses diplômes, diplôme de gestion. Et il est revenu commencer à travailler les vignes. Un jour, je lui dis, Nordine, ça ne te dirait pas de devenir tractoriste? Il m'a dit, non, j'ai un diplôme de gestion. Et je veux travailler dans les bureaux. Et bien, je l'ai pris dans les bureaux. Il s'est occupé de l'ordonnancement, notamment des vins effervescents. Tu es resté quoi au bureau? 3, 4, 5 ans, je ne me rappelle plus maintenant. 7 ans. 7 ans au bureau, 7 ans au bureau. 7 ans au bureau. Et au bout de 7 ans, il me dit, Jean-Claude, les bureaux, moi, ma vie, c'est quand même la terre, c'est quand même dehors. Il est chasseur, il est, comment j'appelle, chasseur, cueilleur, pêcheur. Non, mais oui, en fait, au bout d'un moment, la terre m'a manqué et il a fallu que j'y retourne. J'ai commencé à l'âge de 15 ans derrière mes parents, donc comme tout le monde, tirer les bûches, tailler, faire les travaux de vigne. Et puis, donc j'ai fait un BTS compta et gestion sur Mende. J'ai eu l'opportunité d'intégrer le domaine Paul Mas, donc au niveau de la gestion. Et puis la vigne m'a manqué et Jean-Claude m'a donné l'opportunité de pouvoir revenir à la terre. Les domaines Paul Mas, en fait, c'est une grande entreprise qui nous permet de s'épanouir, de faire beaucoup de choses. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir gérer des équipes, des hommes et des femmes. Et puis ça a été une grande réussite. Et aujourd'hui, je gère 300 hectares et 4 domaines, un moulin à huile sous le moulin à huile, ça c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que là, tu vas du bouger à la fin. Parce que Nordine s'arrête à la porte de la cave, alors que pour le moulin à huile, il démarre dans l'olivrée et il finit dans la bouteille. En fait, mon métier s'arrête à la vinification. Je ne fais pas la vinification, mais je fais toute la partie viti. Et donc, une fois qu'on a fini les vendanges, il y a la deuxième vendange, c'est-à-dire les olives. Donc, jusqu'à quasiment mi-décembre, on ramasse les olives et puis on fait de la prestation également pour les gens. Les gens qui veulent venir, c'est la bienvenue dans le secteur de Montagnac. Et les olives, donc nous ici, on a 12 hectares, quasiment 12 hectares d'oliviers. On fait venir nos oliviers, que ce soit de Limoux, Saint-Hilaire à Martignoles, de Nîmes, tout vient ici. Donc après, la trituration se fait ici au domaine de Buluguette. Je pense que vous l'avez visité. On est passé hier en buggy, on a fait un grand tour, vraiment un beau tour. Et les olives, vous les récoltez quand elles sont comment? Mûres, très mûres, pas mûres? On les ramasse vertes pour avoir le plus de qualité possible. En fait, dans l'olive, plus on attend, plus ça mûrit, plus la qualité elle devient fermentaire et c'est ce qu'on appelle l'huile, le goût ancien. Voilà, c'est l'huile, le goût à l'ancienne. C'est-à-dire c'est l'huile un peu fermentaire, un peu oxydative, alors que nous on recherche l'huile vraiment ardente, fraîche, fruitée. Ça change vraiment le goût quand elle est un petit peu fermentée. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, une huile d'olive comme on fait, on peut en faire ça peut être utilisé en cosmétique, c'est-à-dire on peut la mettre sur le visage, elle est pure. Et après on l'utilise dans tout ce qui est... on l'utilise pas pour la cuisson, que pour
sur les huîtres. Ouais, ça cru. quelque chose Sublimer d'exceptionnel. un plat, bien sûr. Ça sublime tous les plats, mais c'est extraordinaire. En plus, c'est bon pour la santé, donc c'est un alicament, c'est un cosmétique, ça a beaucoup de qualité. Mais quand elle est pure, hein, c'est ça. Mais au fond, le souci aujourd'hui, c'est que à moins de 20 € le litre, on ne peut pas vendre de l'huile d'olive de grande qualité. Hein. C'est ça. Et ça fait partie Ça fait partie de ces produits qui ont un prix. Et quand je vois de l'huile d'olive à 7 € ou 10 € sur les étagères, je me dis... j'ai de gros doutes. Elle vient, oui, bien sûr. Et alors, ça vient quoi, du prix de la main-d'œuvre ou du travail, en fait, de il l'ensemble? faut aujourd'hui, si on rentre dans le technique, il faut 5 000 € à l'hectare pour cultiver une oliveraie. Une oliveraie, c'est 300-350 arbres. Le prix de revient du kilo va... En fait, il y a le prix de revient du kilo et ensuite, il y a, vu qu'on les ramasse assez tôt, le rendement il faut 100 kilos pour faire 12 litres. Si elle est fermentaire, il faut 100 kilos pour faire 25 litres. Je simplifie. Donc ça veut dire que le coût est 2 fois plus élevé si on la ramasse tôt, et si elle est bien meilleure. Donc il y a déjà ce coût-là. Après, les rendements, quand on est au-delà de 500 litres, 600 litres à l'hectare, c'est beaucoup. Donc faites le calcul, faites les mathématiques. Vous allez voir, on arrive à entre 10 et 14 € le litre. Mais il y a des bouquins en Italie qui sont écrits sur le coût de l'huile d'olive, qui sont disponibles. Et en Italie, c'est le même prix, hein, c'est le même coût. Il n'y a rien qu'au Portugal où elle est un peu moins chère parce que la main-d'œuvre est moins chère. D'accord, ok. Donc en fait, tout est vendu, toute l'huile est vendue. Ouais. Quand elle est faite, elle est vendue. C'est un peu comme nos pubs, hein, Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Il est là, évidemment, il est là. Il est toujours sur le domaine Paul Mas avec Jean-Claude Mas, avec le monsieur, donc le fou du bois, quand je vois ce qu'il a fait, ses ciseaux à bois, tout ça, de toute façon. Oui, le rabot, le ciseau, la berlope, c'est traditionnel chez nous. Ouais. Comme on travaillait depuis 1900, on n'a pas changé les méthodes. Ah non, magnifique, magnifique. Et le plateau, il est lourd. Conserver ce patrimoine et ce savoir et de le transmettre. C'est notre cheval de bataille. Bon, c'est très très bien. Et devant moi, j'ai une bouteille de vin, justement, c'est un patrimoine. Transmettre le patrimoine, c'est écrit Vive le Rouge, parce que sur l'étiquette, il y a une Alpha, évidemment, une Alpha Romeo. Celle qui a fini, Olivier. Le jeune homme qui est en face. Elle est sur le camion, là. Elle vient d'arriver, ouais. Elle est là? Ah ouais, elle vient d'arriver, ouais. Là, tu la verras tout à l'heure. Ah, mais alors, on va aller la voir. Je viens de la finir, là. Voilà. Ah, je savais pas du tout. Elle est livrée ce matin. Oh, trop fort. C'est très bien tombé, tu vois. Thaddeus, je l'appelle pour Thaddeus. Ouais. Il finit la voiture, tout s'est goupillé, mais alors c'est merveilleux. Vachement. Mais la DS, c'est pas une priorité. On s'en fout, j'arrive à ouvrir. Puis si elle s'ouvre plus, je passe de l'autre côté. Il n'y a aucun problème. On a eu que ça dans notre vie des voitures, des DS. Alors, ah non, c'est bien. Et c'est un bon client. Il est pas trop chiant. Non, il est parfait. Non, parce que des fois c'est long quand même. Ah, c'est toujours long. Bien sûr. C'est toujours compliqué. Ça se passe jamais comme on veut. Non. Non, sinon ce serait facile. Voilà, on arrive à trouver tout, l'électrique, les lumières, les trucs, les machins. Sur ce type de voiture, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a de la pièce qui est refabriquée. Il faut trouver les bons vendeurs parce que des fois la qualité n'est pas toujours là. On est d'accord. Quand c'est marqué Made in China, c'est direction poubelle. Mais même chez les gros vendeurs d'une tête de Delco, par exemple. Tu as une tête de Delco. Il y a à prendre et à laisser. Il y a un peu tout. Après, ne serait-ce que les bougies. Les bougies, la galère pour les bougies. Les bougies, elles pètent du jour au lendemain. Il y a des trucs, c'est la galère. Et quand on pense que dans les campagnes, moi je traîne à droite à gauche, dans le Berry, moi je connais des mecs qui ont jeté des garages entiers de pièces jetées. Tu sais, des vieux qu'on avait marre et tout. Ouais, du vieux stock. Même des pièces de DS et tout. C'est terrible, hein. C'est dommage. Ben, il faut le dire. En fait, la radio, on espère qu'il y a des gens qui écoutent. Parfois, dans des granges ou chez des vieux à côté, le mec il balance des trucs récupérés. Ah oui, non, systématiquement, il faut tout récupérer. Non, vraiment. Ouais. Récupérer tout, on sait jamais. Ce qu'il y a de génial avec ces voitures-là des années 70 ou avant, moi je suis plus sur années 60-70, mais c'est que
on comprend comment ça fonctionne. C'est pas bourré d'électronique, complètement masqué, et ça parle, hein, et c'est passionnant. C'est ce que je disais un peu, c'est cet héritage de la voiture comme passion, comme outil de liberté, comme outil d'adrénaline, le sport. Et quand on voit le film Le Mans 66, là, c'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. Les 100 ans du Mans cette année, c'était Ferrari qui revient. Enfin, c'est passionnant, quoi. Non, mais quand on il faut pas le perdre, ça, parce que quand ça on fait va partie de traverser les. En fait, la jaune qui est là, j'ai que des idées comme ça. Bon, c'est pour traverser les États-Unis, d'accord. C'est marqué Gérard rêve encore, elle est jaune 4, donc tout le monde rigole, etc. Mais j'ai des vrais bons supporters. Depuis le début des projets, c'est des projets à la con, entre guillemets quand même. Donc j'ai évidemment Bruno, mon Bruno Cernac. Alors depuis le début, il est toujours là. Merci. Et puis j'en ai un autre, Philippe. Un vieux de mon âge, on va dire. Je dirais que le prénom parce que si je dis son nom, tout le monde va dire ah. Et donc Philippe, depuis le début, il m'a dit on va aller aux États-Unis. Donc on a eu Chapat qui fait des émissions de, tu vois. Oui. Voilà. On a notre bon Renaud de POA qui met des choses sur Internet. POA, petites observations automobiles. Le mec, il est vraiment bien et il y croit. Donc avec la DS, je veux arriver genre Boston ou un truc comme ça, et puis après l'Amérique c'est tout droit. Tu peux pas te tromper. Bah non. Donc j'ai dit que je partais le 1er avril de l'année à venir. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tu dis bon, bah, non, il faut que ça marche. Donc il faut maintenant que je trouve une combine pour prendre cette voiture et la déposer à Boston ou New York ou sur la côte Est de toute façon. Donc j'ai plusieurs options. La première, c'était Air France. Un avion. Air France. Voilà, c'est à mon avis impossible parce qu'ils vont jamais se mouiller pour mettre une auto dans un cargo. Après, j'ai une autre. Je pense qu'ils le font, hein, mais après, c'est une question. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Je sais pas si il frotte son pouce avec ses doigts, notre ami. Ça veut dire quoi? Je comprends pas là. Bah ouais, ça coûte des ronds, évidemment. Ça coûte cher par avion. Alors après, autre solution avec Philippe, on se dit il faut trouver un cargo qui prend des passagers. Et donc on met la voiture dessus et on est 3 vieux en fait, 2 lui puis encore un 3e très intéressant. Et puis il me dit et puis comme ça toi le soir tu leur fais un petit spectacle, tu leur racontes et on paye pas le voyage. Ouais, il a raison. De toute façon il faut qu'on y aille à l'économie. Donc voilà où on en est sur le projet. Donc il y a ces 3 semaines de radio. On dit on sait jamais, on peut si Elon Musk nous entend il y a aucun problème. Ou sinon, Citroën, je ne sais pas qui peut nous aider dans cette société. Ils ont des DS, mais ma DS, c'est pas tout à fait la même que la DS d'aujourd'hui, quoi. Donc on verra bien. Donc l'Alpha, elle est terminée. Terminée. Oh, c'est top ça. Ça ronronne. Ah oui. Ah ouais, maintenant il faut aller sur un circuit. C'est la prochaine étape à côté. Bah ici il y a le circuit du Mireval et les Denon qui est vraiment le bon ici c'est les Denon. C'est les Denon le plus proche. Après il y a Albi qui est pas très loin, qui est sympa aussi. Qui a Albi qui est bien. Ouais, ça tourne bien. C'est bien. Hein. Ouais. Donc ça, c'est des histoires de garçons, on va dire. Le monsieur, il a une femme chez lequel on est. Donc, est-ce que c'est supportable, un gars comme ça? Ça dépend des jours. Alors, vas-y, raconte. On est là. Ça dépend des jours. Il se lève de bonne heure? Oui, dans l'ensemble, oui. Là, il m'a dit qu'il était allé courir un petit peu après notre soirée. Oui, il a besoin de se dépenser beaucoup. Ouais, donc physiquement, et puis après, c'est le mental qui prend la suite. Voilà. Et alors, vous avez des filles? 4 filles entre 23 ans et 6 ans. Voilà. Donc on a tous les âges et toutes les problématiques à gérer. Alors hier on était chez vous, hein, et donc je raconte parce que c'est la petite de 6 ans, donc il lui manque une dent devant, ce qui est complètement normal. Oui. Et il y a 2 chiens, un gros lourd qui a l'air, qui est sympa mais qui peut être... Qui pourrait croquer à l'occasion, mais ça lui est jamais arrivé en fait. Et un autre qui a une tête de malinois, c'est un malinois? C'est un vrai malinois, oui. Donc il est comme le chien de Mélie, c'est l'une de nos filles, il rapporte un caillou, lui c'est un caillou qui te met dans les pieds. C'est ça, exactement. Ou un bâton, s'il trouve un bâton. Ça dépend. Voilà, donc c'est le même genre de chien. Et elle, donc la petite, elle est petite, hein. Elle a une autorité incroyable.
Non, elle lui dit, mais vraiment, hein? Oui, exactement. Non, arrête et tout. Oui. Ah, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai que les enfants, quand ils ont l'habitude de vivre avec des animaux, ils aiment ça, ils n'ont pas peur. Et après, ils ont une autorité naturelle. Et voilà. Ah ouais, mais là, on voit bien qu'elle a ça. Oui. Et donc, dans cette grande maison, est-ce que vous allez en vacances quand même, des fois? Oui, ça nous arrive. Quand? C'est compliqué. Là, on en vient, en fait. On est parti quelques jours sur la côte vendéenne, parce que je suis vendéenne. Et voilà, je vais à Noirmoutier, en général. Et voilà, c'est détente, mer, voilà, c'est simple en général. Et puis après, de temps en temps, on voyage en famille, mais c'est plus compliqué à organiser, on va dire. Voilà. En Vendée, on a un bon ami, c'est Philippe Bouger. Bien sûr, il a son autocollant sur les ailes de la voiture. D'accord. Clarisse Automobile. Oui. Ah, il faut que tu le connaisses, il est vraiment bien. Alors lui, il a une phrase, vous allez méditer, hein. C'est Einstein qui a dit ça en fait. Il a dit le hasard, parce que dans ma vie en fait, et dans la vie de tout le monde, t'as plein de trucs de hasard qui arrivent, tu vois. Donc si tu crois en Dieu, Einstein il a dit le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito. Quand le bon Dieu se promène incognito, c'est joli. Ouais. Et donc Philippe, lui, il dit non, je préfère dire le hasard, c'est quand le bon Dieu voyage incognito. Parce que lui, c'est un mec qui voyage, il est jeune, tu comprends? Que se promener, ça fait un peu pépère avec les mains dans le dos. La phrase, elle est belle quand même. Einstein n'était pas con, Einstein quand même. Non, je rigole, je suis irrespectueux, etc. Mais on a vu dans le restaurant hier et avant-hier des filles. Oui. Mais j'ai la seconde qui s'appelle Astrid et qui est au service en ce moment. Voilà, c'est sa première expérience de restauration, de service. Et je pense que c'est bien pour elle. Une bonne expérience, oui. Disons qu'on l'a mis un peu devant. Je l'ai un peu forcé parce que pour moi, elle a fait des cours de théâtre. Elle est au cours Simon. Et je pense qu'une salle de restaurant, c'est une belle scène de théâtre. Et donc elle a avec une copine qui fait du théâtre, donc je leur ai dit bon, ce sera votre première expérience. Bien. Et alors, est-ce que après les pubs, par exemple, on aura l'autorisation de faire venir les deux gamines là quand même? Bien sûr, elles n'attendent que ça. Ah bah très bien, merci. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec. Oui. Eh ben il est là. Les filles arrivent. Non, viens, vous pouvez parler les filles, au contraire. Je racontais ma vie. Donc ici dans ce domaine magnifique. Ah oui, mettez-vous près d'un micro les filles. Ah bah voilà, très bien, très bien. Le chef de la police, il est pas là? Viens. Viens, approche-toi. Donc, avec Antoine qui est là, plusieurs fois, on a mangé au restaurant, d'accord? Quand on est arrivé au restaurant, c'est superbe, c'est grand, tu vois, chic et tout, on s'est assis et on a vu une fille qui marchait, qui faisait genre les 100 pas un peu, tu vois. Alors moi, évidemment, comme j'aime bien déconner, je dis à Antoine, à mon avis, je sais pas, elle cherche quelque chose ou un truc comme ça. Et là, arrive une jeune fille grande, toi, visiblement, elle avait envie de rigoler quand même, toi aussi, tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre fille, dans l'entrée? Elle a perdu quelque chose. Ça fait 1 heure qu'elle marche et tout. Donc elle rigole et tout. Et on a vraiment bien rigolé. On a bien rigolé. Patrick Roger, on a appelé Patrick Roger. On lui a dit, elle a fait l'infirmière, en disant non, Gérard Klein, il va pas du tout et tout. Ça va pas. C'était drôle, non, quand même. Ah, on s'est bien marré, on a passé un très bon moment. Ah ouais. Non. Donc vous faites toutes les deux le cours Simon. Oui, c'est ça. Et vous l'avez connu, Simon? Je le connais, moi. Et alors, est-ce que c'est marrant, drôle? Est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Si on a envie de faire ça, de faire du théâtre ou de devenir... Donc c'est la jeune fille de la maison, pardon. Je pense que oui. Moi j'aime beaucoup et je pense que Lina aussi. Ouais. Et ça finit à être un peu une famille aussi, les cours Simon. Je pense que c'est ça qui fait la qualité des cours Simon, c'est que c'est vraiment une famille, tout le monde se connaît. Si on a besoin d'aide, on sait qu'on peut aller demander à n'importe qui, que ce soit aux profs qui nous considèrent un peu comme leurs enfants, en vrai, et les autres élèves qui sont des années au-dessus de nous, qui nous considèrent aussi comme leurs petits frères, petites sœurs et qui nous aident. Alors toi, tu viens d'où? T'habites où? Dans Paris, du coup? Oui, moi je suis à Paris, je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne et je suis retournée à Paris en septembre pour refaire les cours Simon. Ah ouais, donc c'est plus facile. Et toi, si tu fais ça, t'habites Paris? En ce moment, oui. Oui, j'habite à Paris
juste à côté des cours Simon finalement, voilà. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Faut leur demander. Je pense que ça va. Je sais pas, on en parlait avec ta mère, mais c'est toujours difficile d'avoir l'avis du père, de la mère, en disant c'est bien. En fait, ces choses artistiques, de théâtre, c'est toujours compliqué à avaler un peu pour les parents, parce que tu te dis il n'y a pas d'avenir, en fait c'est là-dedans qu'il y a un avenir. Je pense que oui. Moi je pense qu'il y a quand même, si on aime ça, si on a envie de... Si on a la détermination. Voilà, exactement, je pense que c'est partout. Si on est déterminé, on y arrivera. Et alors ça va durer combien de temps les cours? Alors c'est 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà. Et après, là pour l'instant, vu qu'on a fait on a fait notre première année, donc il nous manque 2 ans. Voilà. Ouais. Donc, voilà. 2 années, donc vous débutez. Et là, vous allez travailler combien de temps ici? Bon, toi, c'est à la réception, en fait. À peu près. C'est genre chef. C'est ça. J'ai vu que tu avais... Je surligne juste les noms. Oh, pardon, excuse-moi. Non, et à chaque fois, j'ai vu que tu avais... Ça me faisait... Moi, je rigolais, je disais, elle a son troupeau. Ça veut dire que tu es en tête et puis les gens te suivent. Donc, ils sont 8, 9, 10, c'est ça? Il y a des grandes tables dans le restaurant, des tables de 10, c'est bien ça? Ouais, c'est vrai que... C'est la dernière fois, oui, on a eu une table de 10. Ils sont bien marrés. On a bien rigolé en partant, on discutait avec eux. Ah ouais. Et toi, donc, tu leur racontes, tu leur dis ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, vous allez déguster. C'est ça. C'est quoi? J'amène l'huile d'olive et voici l'huile d'olive produite sur le domaine à base de pitcholine. Voilà, la focaccia, le jambon. C'est rigolo, non? Oui. Et alors, ça vous donne pas envie de faire de la vidéo, puisque tout le monde fait de la vidéo maintenant? Non, moi c'est pas... Non, pas plus que ça, mais après non, je suis toujours un petit peu intéressée quand même. Ouverte à regarder, tout. Voilà, exactement. Après. Ah ouais, parce que c'est marrant de faire des vidéos. C'est facile, je veux dire, on peut mettre ça sur YouTube après ou ailleurs et on peut se faire remarquer entre guillemets. Quoi. Après, je pense que YouTube c'est un peu devenu fermé maintenant. Je pense qu'il y a 5-7 ans, on pouvait facilement devenir connu sur YouTube. Maintenant, je pense que c'est vraiment, il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui restent. Et je pense que c'est très difficile d'être émergent en 2023 sur YouTube. Quoi. Et alors, comment faire pour se faire remarquer, être émergent et faire une carrière? C'est pas évident. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'en vivre. Oui, c'est comme un peintre ou comme... Bon, lui, ce qu'il sait faire, c'est très particulier. Il y a peu de gens. Il y a un marteau et de la tôle et arriver à faire des formes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus, en fait. Ouais. C'est vrai, hein. C'était de la chaudronnerie au début, on apprenait à former du métal. Il n'y a plus un mec qui sait faire ça. C'est regrettable, quand même. Parce qu'en fait, c'est comme le monsieur à côté de moi du bois, je vais dire. C'est de l'art. C'est de la sculpture. Sauf que le gars, il est sur le marché dans une galerie d'art, mais c'est beaucoup mieux parce que non, tu fais des produits vivants, quoi. Il fait une aile de voiture, elle va avoir une vraie vie, et puis voilà. Et ces métiers manuels, moi je trouve ça triste, non? Que ce soit pas plus valorisé, quoi. Mais il faut les revaloriser parce que ça fait du bien, quoi. Ah ouais, non, ça fait du bien de travailler avec ses mains, ça fait du bien. Hein. Ah ben là, elle est en train d'ouvrir des huîtres, elle est vachement habile. Hein. Ah ouais. Ah, ça c'est un art, l'ouverture des huîtres. C'est tout un art, les caillages, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles dans tout ce que vous dites, la transmission, la tradition, allier l'innovation à la tradition. C'est aussi ce qu'on fait dans les huîtres, mais c'est aussi pour ça qu'on partage énormément de valeurs. Toi, t'es la 3e génération, tu vois. C'est ça, 3e génération. Moi, je suis la 4e génération de viticulteurs, la 1re génération de vignerons. C'est pour ça que je dis vigneron de père en fille et viticulteur de père en fils. De père en fille, c'est vachement bien quand même. Ah ouais. Moi aussi, j'ai que des filles, j'ai 4 filles. Alors. Ah non, c'est bien. Et alors, comment tu les ouvres et tu coupes donc tout de suite voilà. Alors l'idée c'est de rien laisser dans la coquille. Hein. Ah, c'est le plus difficile. Tout manger. C'est le plus dur. Donc on racle bien la coquille supérieure. Une fois qu'on a remis proprement, on a enlevé les coquilles, on vient ensuite décrocher le muscle. Oh la vache, c'est beau. Voilà. En fait, l'objectif c'est que vraiment il n'y ait plus rien du tout. Hein. Oh là 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 là. Et là on se retrouve avec une jolie chair bien croquante et charnue et un muscle adducteur. Ah, ça, beaucoup plus développé, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez le voir en direct sur Sud Radio, notamment sur le site internet et sur YouTube. Vous pouvez voir les magnifiques huîtres du domaine Tarborièche, exactement. Continue. Gérard qui se régale, a priori. Bah, il faudra mettre un vin avec ça quand même. Alors justement avec ça, qu'est-ce qu'on met Alors là, je vais vous proposer 2 styles de vin.
Deux styles de vin. Il y a un Sauvignon Vermentino qui est côté masse avec. Pardon. Non, vas-y. Qui est le Sauvignon Vermentino, donc plus sur l'acidité, la fraîcheur. Et après un Viognier, mais j'ai mis ce Viognier parce que là c'est un pari, parce que disons que les vins blancs chez moi, ça fait partie. Je pense qu'on est devenu une référence dans les vins blancs. Ce Viognier, Jean-Claude Masse, il est disponible en France. Il a un succès assez incroyable, même qui nous dépasse grâce à nos distributeurs comme Leclerc. Et on a un succès incroyable. Et je pense que c'est un vin qui aujourd'hui correspond à ce qui est le plus consensuel et qui se marie avec beaucoup de plats. Par exemple, une huître, si on l'épice un peu, on prend le Viognier, c'est fabuleux. Mais il faut l'épicer un peu, comme on peut le voir quand on la prend avec un peu de tabasco, comme les Cubains par exemple. Du bon poivre de Timut. Ouais, un bon poivre de Timut, voilà. Et un Viognier, ça peut être extraordinaire. Après, si on l'a fait avec du citron, le citron c'est toujours compliqué, ou le vinaigre, pour le marier avec du vin. Donc moi j'ai tendance à éviter un peu. Ah ouais, non. Mais il vaut mieux aller sur un Sauvignon Vermentino, on est plus sur la fraîcheur et l'acidité. C'est pas facile. Moi, je suis parti pour 3 semaines de chez moi. J'ai quitté ma famille. Et ben, c'est vachement difficile parce que là, par exemple, les huîtres. moi, je peux me faire toute l'assiette là. Ah oui, on est d'accord là. Ah, mais vraiment. Et puis alors, en rigolant quoi. Elles sont belles. Oh, c'est de la télé qui. Mais l'huître, c'est un apprentissage, Gérard. Moi, je me rappelle que je ne mangeais pas d'huîtres. Je pense que la première fois que j'ai mangé des huîtres, je devais avoir 30 ans. Ah ouais. Et c'est un ami qui était un poissonnier extraordinaire, Marc, qui a un ami qui aujourd'hui vit au Brésil. Il était poissonnier, il avait la poissonnerie rue du Bac. Je pense que certaines générations s'en rappellent très bien dans les années 80 parce qu'il servait beaucoup de gens connus, voire politiques. Enfin, c'est un personnage. Des noms, c'est vachement marrant. Ouais, il me racontait servir Serge Gainsbourg, par exemple. Ah ouais. Après les politiques, comme les Poher, comme Monsieur Poher, d'autres et d'autres. Bon, je vais pas rentrer là. Ah, c'est bien, c'est marrant. Il est parti, il est revenu à Nantes. Et après, quand il est revenu, il m'a envoyé une bruche d'huîtres de l'Atlantique. Et ça a été l'initiation, parce que les huîtres de l'étang de Thau sont plus iodées, un peu plus fortes. Et je pense qu'il vaut mieux démarrer avec des huîtres de l'Atlantique pour mieux comprendre les huîtres de l'étang. Et voilà, et aujourd'hui je suis devenu un fan des huîtres, j'aime beaucoup. Ah oui, j'adore ça. Bon, j'ai pas cité avec les huîtres ici, bon, il faut quand même que je mentionne le vin de Picpoul, je n'en produis pas. Et c'est quand même le vin qui aujourd'hui, un peu comme le muscadet sur la côte atlantique, c'est le vin aujourd'hui réputé pour aller avec les huîtres. Mais vu que je n'ai pas de vigne dans l'appellation Picpoul, je me suis efforcé de faire des vins qui aussi se marient très très bien. Et Florie en a d'ailleurs sur sa carte, donc le Vermentino, elle l'a eu, la Marsanne aussi. C'est Marsanne qui fait malheur, voilà. Au Saint-Barth, au Saint-Pierre. Et c'est vrai, voilà. Ouais. La Béluguette au domaine fait malheur aussi. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se côtoie et qu'on partage les mêmes valeurs et on est ravis de pouvoir travailler ensemble et faire des associations entre l'huître et bien sûr les vins de Paul Masse. Bah oui, non, mais tout fonctionne bien. Et alors nous, puisqu'on est en cure, on va continuer la cure. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Et je pense, honnêtement, je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Je pensais que, bon, on parle, on fait des interviews comme ça, on discute, mais dès qu'il faut attaquer les huîtres, là, c'est vraiment difficile. Ça vous plaît? Vous aimez ça, vous, monsieur l'artisan extraordinaire? J'adore les fruits de mer et j'en consomme pas mal aussi. Ah oui, et vous me disiez quelque chose qui n'a rien à voir avec les huîtres, mais c'est ma spécialité. À Pézenas, il y a un monsieur qui fait quoi? Qui répare les biopostes de radio. C'est le dernier artisan qui est rentré sur la ville. Nous sommes 37 artisans, dont il répare tous les vieux postes de radio avec des pièces qu'il trouve d'occasion à droite, à gauche. Même il va en chercher en Allemagne. Donc les postes de radio à lampe? À lampe et après des branches sur la Wi-Fi. Ah d'accord. Il y a un son extraordinaire. Ah, ça m'intéresse parce qu'en fait mon père faisait ça, il réparait des postes de radio. Et moi je suis passé de l'autre côté de la radio. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Oh, moi j'ai pas là. Non mais c'est important parce que. Il est installé rue Canabasserie et rue Montmorency.
une maison où il y a une vierge qui date du 18e, donc il est juste en dessous. D'accord. Il est toujours ouvert. Ah, ok, c'est pour ça. Donc il est à Pézenas, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire réparer un vieux poste de radio, j'en sais rien moi. Elles sont reparties les filles. Ah bah oui, elles travaillent en fait. Ah mais oui, il est quelle heure là? Ah, il est 11h30. À quelle heure elles embauchent, madame la mère? Madame la mère. C'est le maire, hein. C'est le maire, elle est saoule, elle a le droit. J'ai un copain qui disait, il rigole, lui, il se marre. Ah bah oui, la mère. Oui, vers midi et demi. Non, mais là, elle mange. Là, elle mange. Oui, 11h. C'est 11h30, elle déjeune. Et puis ensuite, quand les premiers clients arrivent, donc en général vers midi, elles sont prêtes. Voilà. Et ça se termine quand leur saison? À la fin du mois d'août. Ah là, ben, comme moi alors. Voilà, c'est ça. Ouais, ben moi je suis sûr de ne pas être embauché que elle, oui. Quel dommage. Non, mais il faudra nous dire quand elles seront à Paris, les filles. Oui, début septembre, quand les cours reprennent. D'accord, j'ai aucun réseau, je connais personne en fait. Ah bon? Non, vraiment, j'ai pas de réseau. Non, c'est pas un métier qui t'intéresse de toute manière. Non, mais c'est vrai que j'ai fait tout ça par hasard. Philippe, il a raison. Quand c'est le bon Dieu qui se promène les mains dans le dos. Non, mais beaucoup de choses pour moi sont arrivées vraiment par hasard. Donc, j'ai pas eu peut-être le désir, mais non, la volonté, c'est quand même marrant, non? Non, mais ton mari, là, il aurait pu faire une carrière. Dans le théâtre, peut-être. Ah oui, c'est un One Man Show, oui. Dans une deuxième vie, ouais. Non, c'est bon, il est communicant, on va dire. Oui, c'est communicant. Hier, on était à la Garden Party au début, donc je me penche vers elle pour parler parce qu'elle n'a pas de micro, mais non, bouge pas. Je vais pas tomber pour l'instant, on n'a rien bu. Et donc, à la Garden Party, on était tous les 3-4 avec Antoine. Il était 6h30, 7h du soir à peu près, et il est parti direct, et tout le monde voulait lui parler, quoi. Ah oui, parce qu'il est très connu quand même dans le coin et beaucoup de gens veulent lui parler. Il a beaucoup de choses à dire sur le domaine, les vins. Il est connu dans le coin pour son travail aussi. Il y a le domaine Paul, mais en fait, lui, la succession avec les filles et tout ce qu'il a fait comme travail de vin, bon, comme travail, je parle de la vigne, le raisin et tout ça, mais de communication, parce qu'en fait, toutes ces régions, s'il n'y a pas un ou deux communicants comme lui, ça met très très longtemps à se développer, vraiment. Bien sûr, et sa force c'est la communication, c'est aussi les étiquettes, c'est aussi sentir les goûts des consommateurs et de s'adapter, en fait, de faire des vins qui s'adaptent au goût d'aujourd'hui. C'est surtout les terroirs que j'arrive à identifier qui correspondent aujourd'hui à ce qu'attend. Par exemple, quand on prend les terrasses du Larzac, c'est des rouges très soyeux. Vous savez qu'aujourd'hui, le rouge se consomme de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a fait des rouges probablement trop astringents, trop lourds, trop tanniques. Et les rouges qui plaisent aujourd'hui, ce sont des rouges soyeux, crémeux, aromatiques, riches et avec de beaux équilibres. Et l'autre chose qui est ce qui aujourd'hui me donne une vraie identité, c'est le vin blanc. C'est-à-dire que historiquement, moi, je produis 50% de vin blanc, surtout entre tous mes domaines. Et on voit le succès du vin blanc. Il y a le rosé qui a ses modes, mais le rosé, c'est la porte d'entrée au blanc pour moi, surtout sur des blancs aromatiques, riches, équilibrés, boisés pour certains, d'autres moins boisés, avec de travail sur les fermentations, deuxième fermentation, les fermentations malolactiques. Donc on a vraiment créé une image là-dessus qui fait qu'on a une demande supérieure à ce qu'on produit. Alors la Malo, on en parlait, la Malo, moi j'entends des gens parler du vin. Il y avait Jean Jarry, l'un des cousins de ma femme, Jean, il était extraordinaire, il faisait du vin. Il était marchand de vin à Bougival. Ouais. Jean. Alors il avait la cote de Jean et Jeannette. C'était des amis quoi. Et la Bougnate à Blel, on l'a appelée la Bougnate parce que Jean appelait ma femme, donc toujours. Je vous dis, je suis comme Colombo, je parle de ma femme. Il l'appelait ma Bougnate. Donc on l'a appelé la Bougnate. Et Jean, ce qu'il a appris à Françoise sur le vin, il me l'a pas appris parce que moi je suis absolument nul. Mais il était de bons conseils. Comme toi, tu parles du vin, lui il parlait de la même façon.
c'est-à-dire avec les mots précis pour dire c'est pas évident de parler du vin en général. Tout le monde en parle, mais en fait les mecs ils disent rien du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés. Moi, ma chance, c'est de ne pas être un technicien du vin. C'est ce que je disais un peu hier. C'est d'être né dans les vignes, donc une grande sensibilité avec la nature, avec la viticulture, et de notre côté, avoir découvert le vin à travers le verre, c'est-à-dire comprendre les vins, les déguster. Et les premiers vins qui m'ont le plus bluffé, c'est quand j'habitais aux États-Unis, à Miami, en 88. C'était 2 vins argentins. Et je me suis dit, non, d'un chien, les Argentins font des vins comme ça. Et comment se fait-il que nous, en Languedoc, on ne puisse pas faire la même chose? On me parle toujours de Rioja, de Barolo. Je suis allé aux États-Unis, donc il y a beaucoup de vins étrangers, enfin de vins hors les Français. On parle beaucoup des grands Bordeaux, on parle beaucoup des grands Bourgognes. Mais les Argentins se mettent à faire des vins comme ça. Et finalement, je trouvais ces vins meilleurs que ce qu'ils pouvaient avoir en face de certains vins français soi-disant connus. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a quelque chose peut-être à faire. Et ça a germé. Et après un passage dans l'automobile chez Moutul, où j'ai passé pas mal de temps sur les circuits automobiles. Et devine de quoi on parlait sur les circuits automobiles, à part des moteurs. Là, on parlait de vin. Et ce qu'on n'a pas dit sur Olivier, quand même, c'est que c'est un vigneron aussi. À quel endroit? Moi, je suis originaire du Mâconnais, d'une famille de viticulteurs du Mâconnais. Donc j'ai grandi dans le Chardonnay. Ah oui? Et j'ai fait mes études là-dedans. Bah alors comment t'es parti dans la tôle? Parce que j'étais pauvre. Ah ben ouais, tu vois, ça déclenche. C'est comme ça qu'on finit en tôle, parce qu'on est pauvre. Non, à frapper. Elle est pas mal. Elle est bien. À frapper sur de la tôle. Ah ouais, non, mais écoute, ça fait une belle enfance, tout ça. Oui, oui. Dans le Mâconnais, il y en a des bons, hein. Ah bah ouais, hein. À Viré, il y en a du bon aussi. Ouais. Hein. Voilà, je suis originaire de Viré, moi, donc. Ah ouais, Bah tu connais Clessé? Bah bien sûr. J'avais un pote qui avait une maison à Clessé. Ah ouais? Et du coup, il l'a vendu et le gars qui a racheté a mis de la vigne dans le petit bout qui descend. C'était le château de Clessé en fait. Ouais. Et donc il y a un petit coteau. Et le mec, il a mis de la vigne, c'est magnifique. Moi, j'adore. Rien qu'à regarder la vigne. Là, la vigne, c'est magnifique, non? Bien sûr. Mais moi, je pense que les huîtres sont en train de chauffer. Je vais quand même poser une question, pardon, à ton épouse pendant qu'il mange une huître. Dans le restaurant, il y a des grenouilles. C'est marqué The Arrogant Frog, la grenouille arrogante. C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire est née d'un client américain qui, en fait, non c'est pas tout à fait ça. Jean-Claude a toujours pensé que les Français étaient très arrogants, notamment les producteurs, quand il s'agissait du vin. Voilà. Et notamment qu'on est toujours les meilleurs à produire le meilleur vin, etc. Et que les autres ne sont pas capables de comprendre leur vin, notamment. D'où l'idée de l'arrogant frog, c'est-à-dire que le français est arrogant. Et c'était donc un clin d'œil par rapport à tous ces... on va pas trop les citer, ces régions viticoles qui ont beaucoup plus de... Un peu hautaines vis-à-vis de nous, vis-à-vis du Languedoc. Languedoc notamment, enfin voilà, les régions qui ont... Bah ça change maintenant quand même. Oui, ça change. Mais le point important quand même, et ça c'est quand même hyper important, c'est que le client américain dont on parle vient me voir quand je me lance, en demi, il me dit « Ouais Jean-Claude, avec ton étiquette traditionnelle, avec le héron, tu sais, regarde ce qui se passe du côté du Nouveau Monde ». Et c'est là où est démarré Yellowtail. Bon, les Français connaissent pas trop, mais Yellowtail, c'est un phénomène. C'est un vin australien, qui est un kangourou dessiné de manière style aborigène, qui a vraiment explosé aux États-Unis dans les années 2000. Et il me dit, regarde ce que font ces gens-là, c'est différent, essaie de trouver quelque chose de différent. Alors je lui propose, j'ai dit, un jour je fais un dessin, c'est Vinus, le héron, qui ne mange pas des poissons ni des grenouilles, qui mange que des raisins, qui rencontre une grenouille, donc un Français. Et la grenouille, elle est effarée, elle dit ne me mange pas. Mais non, je suis Vinus le héron, je ne mange pas de grenouille. Je fais Frog and Heron. Et ce client américain me dit non, ça ressemble à un nom de pub anglais. Je dis ok, bon, on prend autre chose. Et là, en 2003-2004, il y a quand même quelque chose qui se passe avec l'histoire de la guerre en Irak où Bush, Irak, Villepin, ça part. Je lis une enquête sur les États-Unis, 95% des Américains pensent que les Français sont arrogants. Je dis alors s'ils pensent qu'on est arrogant, ainsi soit-il.
Et ils nous appellent les frogs parce qu'on mange des cuisses de grenouille. Ben voilà, je suis une arrogant frog. Alors ça a commencé la grenouille arrogante. Après non, il faut le nommer, faut lui donner un nom en anglais et je l'appelais l'arrogant frog. Il s'est passé une chose, c'est devenu la marque de vin importée la plus vendue en Australie. Un soir, je rentre d'Australie en 2006, je rentrais d'un voyage de promotion. Et le téléphone, dimanche soir, sonne à 10h du soir. J'étais rentré la veille. C'était la radio, la première radio australienne qui m'appelait chez moi pour me faire parler à 8h du matin, parce qu'il y a eu 10 heures décalage en ce moment-là, au 8 o'clock news de l'Arrogant Frog, parce qu'ils avaient vu un papier paraître dans l'équivalent de, on va dire, on peut pas le citer, mais du Figaro, au sujet de ce que j'avais fait. Et ça s'appelait A Frog in Your Throat. C'était l'article. Et à partir de là, c'est devenu la folie. Le gars à la radio, c'est ma femme c'est Alexandra qui décroche. Elle me dit, il y a l'Australie qui appelle. Je dis, écoute, c'est 10h du soir, je suis cassé, j'ai les heures de décalage, je leur réponds pas, dis-leur que je les appellerai demain matin, parce que de toute manière, je serai réveillé à 4h du matin, avec le décalage horaire. Et c'était en fait cette radio, et le gars à la radio, il dit, ce Français, il est tellement arrogant qu'il daigne même pas de répondre à la première radio australienne. Et là, c'est parti. Il a pris donc le responsable de la distribution qui avait mes vins. Donc c'est parti. Et c'est parti très très belle histoire. Très belle histoire. Et justement, hier soir, on parlait tout à l'heure de la Garden Party, et on profitait du moment et on parlait hier dans l'émission de rugby notamment, parce que Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby et du rugby. Et vous êtes venu avec 2 bouteilles, une bouteille de rouge et une bouteille de blanc, avec justement cette étiquette Arrogant Frog, mais avec un packaging. Voilà, un packaging. Mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu pour nos auditeurs? Ils peuvent nous voir sur le site officiel de Sud Radio, sur l'application aussi, mais pour ceux qui nous écoutent en direct, qu'est-ce qu'elle a cette bouteille et pourquoi justement ce lien avec le rugby? Alors parce qu'on est un pays de rugby, hein, j'en ai parlé un peu hier, mais on est un grand pays, une grande région de rugby, et on a parlé de succès en Australie. On est la première marque de vin importée à Nouvelle-Zélande. Donc le but maintenant, c'est qu'on soit les premiers au rugby. Donc, hommage au rugby. La première cuvée, c'est 2006. D'ailleurs, on l'avait fait en 2006. Et on a failli, je pense qu'en 2006, on n'avait pas été mauvais. Et donc là, voilà. Donc, vous voyez, c'est la Frog qui est sur le terrain de rugby. Donc, c'est début de match. Pendant le match. Et en 4 images. Et après, à la fin du match, 2 options. Soit on est cassé, soit on soulève la coupe. Exactement. Ah, c'est vachement bien. Ah, très très bien. Qui est-ce qui a dessiné tout ça? Alors ça, c'est une longue histoire. C'est quand j'ai fait le premier dessin, j'ai utilisé des artistes, notamment Yves Toss, illustrateur de Pézenas, il m'avait fait une grenouille qui était un peu type BD. Et un jour, je me suis pris, j'ai dessiné ce dandy, un peu qui ressemblait à une grenouille. Et Sylvain Rouault, qui est un graphiste ici, à Clermont-Lérault, m'a repris le dessin et a fait la Frog. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait les éditions limitées. Alors, et il y a quoi d'autre, justement, comme autre édition que vous avez pu faire avec cette Arrogant Frog? On la voit dans les vignes, on la voit faire du foot, on la voit faire du surf, on la voit partager à Noël avec, il y a la Froguette aussi, partager son anniversaire avec son épouse. On la voit, elle est animée et elle a il y a tout. Il y a une histoire, quoi. Voilà, c'est un peu le vin pour les nuls, quoi. Arrogant Frog explique comment faire du vin. Donc voilà ce que peuvent faire les filles. Ouais. Ta fille et sa copine, elles peuvent faire des films Arrogant Frog en se déguisant. Bien sûr. Ce que j'ai fait en 2012, j'avais un mime qui faisait l'Arrogant Frog. Vu que je suis international, j'ai trouvé un mime à Pézenas. J'ai oublié son nom, on l'a un peu perdu. Hein? Gilles Rémy, ouais. Bravo. Super mime. Et il m'a mimé l'Arrogant Frog. Alors, on l'a voyé dans les salons, il s'est baladé dans les salons, on a fait un spectacle, parce que vu que je vends à 90% à l'étranger, il fallait que la langue soit pas un problème. Donc le mime, c'est le meilleur moyen de communiquer. Voilà. Et les petites sculptures qu'on voit voilà, c'est... Ah oui, la sculpture originale a été faite par un tourneur sur bois, à Atelier d'art à Pézenas. Ah ouais. Et j'ai fait après des réplicas en résine. Très très bien, très très bien. Vas-y, Jamel.
Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Donc voilà, ce fut une matinée tranquille, j'explique. Hein. Tranquille, voilà, parce qu'on a beaucoup d'activités pendant la semaine. Cette matinée, elle est tranquille, mais alors maintenant, le plus difficile, ça serait de vous faire entendre le bruit de l'huître qu'on avale. Le vin qu'on verse dans le verre, voilà, ça c'est facile comme son, mais l'huître, et les huîtres, elles sont très très bonnes. Elles ont quel âge, par exemple, celle-là ? Alors celles-ci, elles ont 3 ans, voilà, à peu près 2 ans et demi pour une petite, numéro 4, et ensuite jusqu'à 5-6 ans pour les double 0. Et c'est Jean-Claude qui vous fait le bruit du vin pour que vous compreniez bien qu'il y a quand même des bouteilles. Bravo, c'est bien, très très bien. Et le naissain vient d'où, le petit bébé ? Alors les bébés, on les achète dans des écloseries, hein, parce que c'est un vrai métier de faire naître des huîtres. Ouais. Donc on les achète, elles se font à peu près, c'est comme une tête d'épingle, 2-3 mm. Ah, pas plus, je crois que c'était un ongle, moi. Même pas. Tout petit. On les fait pré-grossir dans des filets triangulaires pendant 6 à 8 mois. Mais comment poser, coller ? Non, c'est des filets triangulaires dans lesquels l'huître ne peut pas s'échapper. Pendant 6 à 8 mois, elles sont dans des filets comme ça, pour atteindre 3-4 cm. Et à partir de ce moment-là, on les ressort de l'eau et on va les coller une à une sur des cordes avec du ciment. Une à une sur des cordes, elles sont espacées de combien de centimètres, 20 cm ? Même pas, 10-15 cm à peu près. Ouais, j'ai vu des photos. Donc c'est vertical, la corde elle est dans l'eau au bout d'un piquet, d'un pieu. Et on en met combien sur une corde ? On en met 150. À 150, donc tout ça c'est fait à la main évidemment. Et oui, tout ça c'est fait à la main. Et après les cordes, on va les suspendre sur les parcs à huîtres. D'accord. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous, on actionne l'effet de la marée solaire. On fait comme un système d'ascenseur. On les sort, et on les rentre, on les sort, on les rentre. Ah, j'aimerais bien voir. Ouais. Non, vous êtes le bienvenu si vous avez encore le temps avant de repartir. Et justement, où c'est qu'on peut les trouver ces huîtres-là ? Alors on a 2 comptoirs de dégustation sur la lagune de Thau qui sont vraiment les pieds dans l'eau, le Saint-Barth et le Saint-Pierre. Très intéressant, vraiment juste en face des parcs. Et on a le bateau de visite qui part justement d'ici tous les après-midi. De la maison Tarborièche. Ça fait rêver. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Ah ouais, non, ben pourquoi pas. On fera un détour, c'est la clim dans la voiture qui marche moins bien en ce moment. On a beaucoup de difficultés. Et alors, à la maison, tu fais la cuisine souvent ou pas ? Parce que hier soir, on peut dire quand même ce qu'on a mangé. Alors, on a mangé des petits, je dirais à l'anglaise, des fingers de crevettes avec un peu de gingembre et coriandre à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, du thon rouge, parce que c'est comme une spécialité de la Méditerranée et c'est incontournable dans la région, avec une ratatouille maison avec des légumes produits tout près de chez nous. On a un voisin producteur, David, qui produit des très bons légumes. Donc, on a sur les couleurs de l'été et puis fini par fromage, des fromages locaux et ensuite une petite glace pour faire passer le tout. Voilà. Non mais quand je vous dis que c'est très difficile. Les pêches, c'est les abricots qui nous restent. Ouais, la tournée qu'on a entreprise, très très bon. C'était très 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 bon. Il faisait bon, c'était agréable. La maison est jolie. Il y a des peintures et des objets extraordinaires. Puis il y a les gamines quand même. Ça c'est la vie. La toute petite avec son autorité. Et il y a les 7 nids d'hirondelles. Ça, tu n'as pas vu. Il y a 7 nids d'hirondelles. Ah, je les ai pas vus. Là, ici, on en a 3 ici, mais à la maison, il y en a 7. Incroyable. Avec une belle vue. Hein. Ouais. Et il y a également des abeilles. Ouais, on a fait un petit tour, est-ce qu'on peut en parler aussi les abeilles, c'est essentiel à la pollinisation. Donc on essaie de développer au maximum. Vu qu'on a banni tout ce qui est pesticides, les apiculteurs, c'est Monsieur Maffre, c'est des gens extraordinaires. Il m'amène 250 ruches pendant l'hiver. Et là, on a nos ruches qu'il entretient, c'est des ruches urbaines, on peut aller, et pédagogiques, qui expliquent tous les bénéfices de l'abeille et la fragilité de l'abeille. Et donc on en a implanté partout autour de tous les domaines. Et ça nous permet aujourd'hui de montrer cette implication dans tout ce qui est biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bio aussi, on oublie quand même de parler de biodiversité. Nordine parlait de l'approche raisonnée, mais ça va au-delà de l'approche raisonnée. On a une approche avec le maintien de la biodiversité, notamment avec l'approche HVE3. Et le mélange HVE3, biodynamie permet de travailler davantage sur cette biodiversité, et notamment
moment, on a, disons, pour 8 hectares de vignes, on a 2 hectares de bois, de landes. Donc c'est important de maintenir tout ça pour arriver à avoir un équilibre écologique parfait, quoi. Très très bien. Et on est aussi au milieu d'une réserve d'oiseaux, hein. On a je ne suis pas ornithologue, donc c'est des termes que je connais pas trop, mais on a un nombre une variété d'oiseaux assez incroyable, notamment le faucon crécelle qui ici est protégé. Ouais. Et alors, moi je dis rien parce qu'en fait je voulais manger encore une huître, mais le jeune homme, regarde Antoine, il s'est tapé toute la... Mais non, il en reste une, heureusement. Je rigole. Mon voisin, vous étiez la première personne à laquelle j'ai adressé la parole ce matin. Vous m'avez gentiment sauvé une huître. Regarde. Et il mange, hein. Il mange. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. On boit pas trop, mais alors on mange beaucoup en fait. On coûte très cher en nourriture. Vous êtes... Je reviens vers vous parce que c'est vrai que en fait c'est le plus discret le monsieur. Nous on parle, enfin moi je parle, on parle. Mais pourtant il fait du théâtre, il nous fait Molière, hein, il nous joue Molière. Hein. Ah bon? Ouais. Mais alors vous êtes très calme ce matin. Un petit peu, mais ce que je voulais dire sur le vin arrogant Frog, j'ai mon apprenti qui est parti faire le tour du monde, Carole. Elle est arrivée en Australie. Alors, elle n'a pas trouvé du travail en Australie, donc elle a travaillé chez des particuliers, elle a réparé une caravane. Et pour remercier les gens qui l'ont bien accueillie, elle a acheté une bouteille de vin. Elle a acheté une bouteille de vin d'Arrogan, Fraude. Elle était très heureuse de montrer ça à ces gens qui l'ont accueillie. Ah oui, en lui disant je le connais, il habite à côté. Et nous de Pézenas, on trouvait ça extraordinaire. En Australie, c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est fort quand même, ça se fait pas. Il y a 15 ans, depuis que au début qu'il a... Bon, après, sur les métiers d'art, Pézenas, c'est une ville très riche en métiers d'art, en architecture et du patrimoine. Et il y a beaucoup d'artisans, les doreurs, les forgerons, les menuisiers, les ébénistes, les céramistes. Tous ces gens-là travaillent corps et âme sur leur métier et essayent aussi de transmettre leur savoir. Très très bien, ah, c'est bien, c'est clair, c'est carré, c'est ce qu'il faut. C'est un peu comme à la radio, ce qu'il faudrait faire. Au lieu que ce soit décousu, comme c'est moi qui suis carrément décousu. Donc là maintenant on a un autre programme. Terminer les huîtres, bon ça c'est fait, hein, on va dire c'est fait. Les bouteilles on n'y touchera pas, parce que nous on a de la route, hein, peut-être. Allez voir la voiture rouge qui vient d'arriver. Oui. Ouais. Très très important, allez voir la voiture rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre service? On peut sortir les chiens peut-être, non? Oui, par exemple, faire une petite balade dans les vignes au crépuscule quand il va faire un peu moins chaud, parce que là vraiment les températures... Il y a une balade à cheval, on peut faire ça. Oui, une balade à cheval aussi, oui. Avec les chiens. Les écuries, ouais. À cru, non, ou en calèche, oui. Non, à cru, c'est bien pour les fringues. Après, tu sens bon pendant une semaine. Ça transpire beaucoup un cheval en ce moment, mais le bonhomme aussi. Nous aussi, ouais. Ouais, j'ai vu des beaux gris, des beaux chevaux gris, elle en parlait. Elle en a un gris. J'aime bien les gris, moi. J'ai toujours bien aimé les chevaux. J'ai Hugo qui a un gris, j'ai Flip, Enjoy, et Abbé, le sien, qui est aussi un gris. Il y en a 4. L'année prochaine, je disais en rigolant, si ça fonctionne bien notre affaire, bon c'est vrai que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme dit Patrick Roger, c'est du talk. Donc il faut parler, on parle vraiment pendant 2 heures. Si ça marche bien, si ça intéresse les gens, si ça les embête pas en fait trop, l'année prochaine, je refais la même chose à cheval. Ah non, j'aurais vraiment envie de faire ça à cheval. Ça me manque, j'avais un Dédé, un cheval gris que Jean-Yves Bonnet m'avait donné, un mélange, il avait beaucoup de barbe en fait, de barbe. C'était un grand cheval gris, il était exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Il faut réduire le périmètre, mais c'est jouable. Enfin, toi. On peut faire 20 km par jour tranquille. C'est pas beaucoup. Ouais. Après on peut, non, ça vaut pas le coup de le transporter, lui faire Ouais. Non, faut réduire vraiment le périmètre. Faut réduire le périmètre. Mais c'est cool si on... Ou alors avoir des relais dans différentes régions avec des chevaux et faire 20 km autour avec faire un parcours, voilà. Faire un parcours et rencontrer d'autres chevaux dans d'autres régions. Ouais. Non, mais c'est jouable. Hein. Ouais. 20 km par jour, c'est assez facile. Non, c'est bien. Et faire de la radio, je l'avais fait il y a très très longtemps avec un téléphone portable avec mon cheval. En fait, il y a des moments où je travaille pas du tout. Hein. Mais maintenant c'est pas grave, mais avant c'était plus embêtant. Et donc j'étais parti avec un cheval. Le premier téléphone que Matra m'avait prêté, qui était énorme, j'avais 2 sacoches. Les 2 parties du téléphone étaient dans les sacoches. Et j'étais parti faire de la radio, mais vraiment dans la campagne, au téléphone. C'était top. Avec mon cheval Dédé. J'ai des photos. C'était pas mal. Donc là on pourrait recommencer. Aujourd'hui les moyens techniques sont
très léger. On peut faire de la radio avec. Oui, c'est ce qui est surprenant là. Moi, je suis bluffé pour voir et la qualité aussi de ce qu'on. Ouais, ça marche bien. Et surtout, on n'a pas sorti le cadeau d'Elon Musk. Starlink. Ouais. Tu veux pas le sortir. Non, mais c'est que en cas de, je pense, d'extrême urgence où on n'avait pas internet. Si on était en plein milieu du vignoble ou dans des endroits où. Ben on est où là? Oui, on est sur la terrasse du restaurant, mais si on était vraiment implanté dans la vigne, là, je pense qu'on aurait eu besoin de Starlink. Mais, moi, j'ai eu beaucoup de chance ici parce qu'on a la fibre depuis. Je me suis installé dans les bureaux ici en 2006. Les premiers bureaux étaient dans la maison familiale de 2000 à 2006. En 2006, je me suis installé ici. Et France Télécom, à l'époque, c'était Olean, le réseau Olean, m'a offert la fibre. Vachement bien, t'as Et j'ai eu beaucoup de chance. Et très très vite, je te remercie. Je remercie ton épouse, les gamines et tous les gens qui se sont dit super moment. On était vraiment bien. À Montagnac dans l'Hérault, on le rappelle au domaine Paul Mas. Et c'est pas terminé.